aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Here comes a new challenger. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros avec Fred. Voilà, nous sommes de retour. Salut mec. Ça va, Judy, content de te revoir, content d'être de nouveau avec les auditeurs, et donc on enchaîne, c'est pas un piranha, on enchaîne sur une vraie histoire et un défi fantastique pour changer. On en fait pas si souvent. Non, Et ça donc, fait, ouais. ça fait un moment là, on était un petit peu perdus dans les Dragons d'Or et puis surtout notre saga en cours, la Piranha. Ouais, beaucoup de piranhas, donc là on revient au classique, au nerf de la guerre, à l'ossature, les défis fantastiques. Et donc on a choisi de couvrir le voleur de vie, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais comme d'habitude, on aime bien commencer les émissions par le courrier des lecteurs, Xav. Yes, le courrier des lecteurs, tout à fait. Bah, on a un tout premier mail d'Étienne, voilà, notre Suisse, hein, et bien sûr notre vérificateur, notre scribe du podcast. Donc, il revient sur nos dernières aventures qui sont Loup Ardent, le 3e volume, et Dragon d'Or 4. Alors, on parlait, justement, Étienne nous parlait, il nous donnait un petit peu son point de vue, et comme quoi il était vraiment d'accord sur les règles qui étaient, Fred, comme tu l'as bien dit, imbuvables, inutiles et vraiment pénibles sur la succession des combats. Il trouve aussi que les règles sont soumises à beaucoup d'interprétations, notamment règles et d'habilités pour les adversaires, et ces choses comme ça se complique beaucoup. Et ouais, dis-moi Fred. Oui, tu sais, on se posait la question sur l'habilité, en fait, c'est comme des points d'XP pour nous, et en fait, qui diminue ton seuil de réussite pour tes tests, et en fait, les adversaires en ont aussi. Donc, en fait, leur test devient 2. 1, en fait, sur 1, ils foirent jamais leur test, donc les combats sont impossibles, donc cette valeur-là est très floue, en fait, comment l'utiliser. Elle est très bien pour toi, mais si les adversaires ont une bonne habilité, en fait, ils réussissent toujours leur jet de dés, quoi, donc c'est impossible, quoi. Bon, c'est encore des trucs soumis à interprétation, ouais. Des trucs, tu veux dire des trucs bien relous, non ? Ouais, ben comme on disait, et puis les systèmes sur la triche, les paragraphes 13, tout ça, pour que les pouvoirs pour revenir au début, quand tu meurs, faut faire un test de chance. Donc tout ça, c'est un peu pour éviter la triche, mais en fin de compte, on triche quand même aussi. On triche quand même à Loup Ardent, donc oui, voilà, bon, bref. Et je t'admets qu'au bout d'un moment, moi, il y a certains combats, stop, quoi. C'est bon, je le fais pas, je le gagne automatiquement. Hein. Faut continuer l'histoire, quoi. Bah, c'est clair, après, surtout que c'est vrai que les règles sont... Bah, quand tu fais le jeu de rôle, tu fais, ouais, c'est sympa, ça a l'air... Il y a bien des raisons pourquoi c'est aussi compliqué, puis en fin de compte, il n'y a aucune raison, quoi. C'est compliqué parce que c'est compliqué, quoi. C'est bien dit. Et Étienne, il continue, justement, il nous parle maintenant de Dragon d'Or, le 4e volume qu'on a fait, et comme quoi, Fred, on se disait, nous, le souci qu'on avait, Fred, c'était la carte bancaire, tu te souviens ? Combien de pièces à Dragon d'Or dans son inventaire ? Et il nous confirme bien, Étienne, que dans la VF, ça n'indique pas le nombre. Donc Fred, t'avais combien de pièces d'or au commencement, toi ? Ah bah c'était pas indiqué, il dit que j'avais des pièces d'or, et après, pas le nombre, donc après t'as un marchand direct, donc tu fais, oh, je peux tout acheter, mais bon, je m'étais limité à 20, je crois, et il a fait la même chose, Etienne, et c'est un vieux souvenir d'enfance, donc il s'en souvient encore, donc belle mémoire, Etienne, bravo. Et donc, ouais, je crois que c'est la V2 de la version française qui déconne, bon bref. Et ouais, qu'est-ce qu'il rajoute d'autre, Etienne ? Bah, moi, tout ce que je voulais te dire, c'est un peu le comble de Dragon d'Or, avec un nom comme ça, de se trouver 100 pièces d'or. C'est fou, quand même. C'est un peu couillon. Et voilà, donc, merci beaucoup, Étienne. C'est toujours sympa de lire tes emails. Et puis voilà, on attend le prochain avec impatience. Hein, toujours chouette à lire. Et voilà, on passe donc, Fred, de la Suisse à la Belgique. Oui, parce qu'en fait, on vous parlait de l'AVH de JP sur la quête du Graal, et en fait, donc Etienne est très, très content qu'on en parle. Je pense qu'il a dû la faire. Il nous a fait un bon retour là-dessus, donc c'est sympa. Et donc, oui, la Suisse et la Belgique, main dans la main. Et après avoir fait la Suisse et la Belgique, forcément, on parle du Canada et de Simon. Ouais, Simon qui est de retour, voilà, après la Belgique. Donc Simon, il nous remercie justement pour notre essai. Et notre essai, on va dire, notre casting call, c'est ça, Fred, pour les slapshots, les dialogues. Oh, les pauvres casting, le casting, ceux qui recherchent les mecs, casting casse. Et bon, on nous a pas invités à s'asseoir dans une salle avec un canapé en cuir noir. Hein. Je dis juste qu'on a esquivé pire. Hein.
Voilà, donc très sympa dans son mail, Simon, il nous traduit justement les répliques en français. Enfin, c'était du français québécois, mais il nous le traduit justement en français franchouillard pour qu'on puisse comprendre. Donc merci beaucoup Simon pour ces traductions, parce qu'avec Fred là on s'est bien amusé. Je t'admets qu'en même temps on cherchait un petit peu non seulement la prononciation, mais aussi ce que voulait dire le mot, Fred. Oui, il me semblerait que je me sois légèrement égaré dans la prononciation. Donc c'est sympa parce que Simon c'est aussi un fan d'HeroQuest et des défis fantastiques auxquels il a beaucoup joué, il a eu beaucoup de souvenirs, il a même des réflexes pavloviens avec HeroQuest, salle égale trésor ou passage secret, c'est des choses qui reviennent instantanément à sa mémoire. Et donc comme tout un chacun, il est passé assez rapidement au jeu de rôle et il a joué, il a fait le master, ce qui est tout à son honneur, tout le monde ne faut pas le pas de devenir master. Et en fait le pauvre, sa première séance s'est fait avec des adolescents plus vieux. Et forcément, lui, il avait prévu son truc, un peu comme les défis fantastiques, avec des choix limités, et les autres, ça fait, bah non, mais il y a quoi là-bas? Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, quand tu jouais des personnages humains, bah oui, bah en fait, t'avais pas forcément les choix que t'avais vus, il y a aussi ceux qu'eux, ils vont t'inventer. Donc voilà, c'était son première expérience de jeu de rôle, et elle s'est fait à toute vitesse. Donc ça, c'est une bonne anecdote, c'est vraiment ce qui sépare, en fait, les défis fantastiques et les jeux de rôle, on est d'accord, il y a pas cette richesse en défis fantastiques, même s'il y a beaucoup d'alternatives, c'est comme des choix scriptés. Et voilà, donc aussi ce qui est sympa avec Simon, c'est son amour pour Seigneur de Guerre. D'ailleurs, on a un petit message à faire passer. Ah ouais, Christian, si tu nous entends, franchement, rends-lui son jeu, hein, pour qu'il puisse faire partie identique au nôtre sur l'or noir. Ça suffit maintenant. Donc voilà, Christian qui a piqué son livre. Donc Simon défend, on est là, quoi. C'est pas qu'on va le bully, mais bon, rends-lui son livre, bordel. Fred, tu veux dire quelque chose à Christian? Bah non, parce qu'en fait, il voulait boire des bières en jouant en jouant au Seigneur de Guerre, donc en plus sur le fameux tapis de 5/8 là. Donc ouais, c'est important quand même. Nous, on veut bien voir ça. Tu veux dire le tapis burrito humain? Ouais, c'est ça, le tapis nachos. Le tapis nachos. Et aussi, donc lui, il attend avec enthousiasme notre série double jeu qu'on s'est décidé à commencer. Et donc, il nous a informé qu'il existe le même principe dans l'univers de Donjons et Dragons. Et là, c'est le duel de la forêt des druides, et ça oppose un magicien contre un druide. Sympa, hein? Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, ça donne bien envie. Bah voilà, franchement, merci beaucoup Simon pour cet email, hein, ça fait vraiment plaisir, c'est chouette, et puis thank you very much. Fred, on accélère, on est à fond dedans là, mais si on prenait juste quelques petites secondes pour parler de... Déjà, attends, je sais pas pour toi, mais moi là... Voilà, déjà une petite pause. Alors Fred, actualité, il y a des choses qu'on va discuter avant de rentrer justement dans notre défi fantastique du podcast. Patreon, alors comme vous le savez, il y a très longtemps, les auditeurs, on vous a parlé justement qu'on voulait ouvrir une page Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon? Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, en fait c'est un système d'inscription, hein, si vous voulez, ça revient des dons pour le podcast, mais en échange, voilà, on vous promet pas mal de petites choses. Avec Fred et Fabien, on a préparé donc les statuts d'inscription, donc si vous voulez, voilà. À savoir, c'est que les podcasts seront toujours accessibles, hein, ils ne seront pas derrière une barrière monétaire, mais voilà, si pour ceux qui veulent s'inscrire et obtenir un peu plus de choses, nous, ça nous aide financièrement aussi à payer les petites choses qu'on fait, Fred, hein, comme le podcast, le serveur, et puis maintien du site web, les choses comme ça, quoi. Oui, c'est des petits besoins, c'est nos frais de fonctionnement, tout simplement. Après, c'est un petit coup de pouce. Nous, ça nous fait plaisir, on a une relation privilégiée avec vous, on va essayer de faire ça en tout cas, et puis voilà, on ressentira votre amour, on partagera des petites l'envers du décor, ça va être sympa. Nous, on s'y met, on teste ça comme vous, on connaît pas trop, mais voilà, on se lance, on se dit pourquoi pas, et puis si vous nous suivez là-dessus, c'est cool, si vous voulez rester comme ça, il n'y a pas de souci, de toute façon, ce sera toujours gratuit. Tout à fait, ouais. Donc on en parlera davantage là-dessus, hein, à force que ça se développe, mais ça avance très très bien. Je fais une petite parenthèse sur la chaîne YouTube, Fred, t'as vu que je me suis mis à fond là, finalement. Ouais, bah c'est moi qui t'ai dit que c'était une bonne entrée YouTube, et on a pas mal d'abonnés sur YouTube, on a plus que sur notre SoundCloud. On a plus sur le SoundCloud, ouais. Donc franchement, et si on faisait un petit coucou aux inscrits YouTube? Ah ouais, sympa, bah ils verront ce message-là dans 35 épisodes, mais sympa les gars. Ouais, j'essaye d'en faire deux ou trois par semaine, donc voilà, je crois qu'on est passé du numéro 12 au numéro 40 là en un mois, donc enfin ça c'est pas exact les mathématiques là, et d'ailleurs on vous parlera pas mal de maths dans notre livre aujourd'hui, mais bref. Donc ça se passe bien. Et Fred, une dernière chose dans l'actualité, si on parlait, si tu
nous parler, Fred, d'un concours qui a l'air très très intéressant, qui est en train de se dérouler et qui finit bientôt, d'où le fait qu'on sort un petit peu ce podcast dans le timing de ce qui se passe là. Bah, c'est vrai qu'en fait, pour une fois, c'est important que l'actualité du podcast rejoigne l'actualité, dans l'actualité tout court. Donc, on a voulu sortir ce podcast assez rapidement. Pourquoi ? Parce que bon, ça a été annoncé en février. Après, ça a été relayé sur les sites que nous connaissons. Mais il y a aussi, pour ceux qui savent, il y a le mini-Yaz. Donc, le mini-Yaz, c'est un mini concours d'écriture, en fait, qui est assez sympa et donc qui est francophone. Donc, pour résumer, qui peut participer ? Donc, tous ceux qui ont écrit une aventure dont vous êtes le héros dans l'année précédente. L'aventure doit répondre à certaines conditions, donc elle est en français, elle peut être traduite, elle doit être gratuitement téléchargeable ou lisible en ligne, et il faut surtout qu'elle soit connue des membres de Rendez-vous 1 et du forum Gamebook. Voilà. Et donc là, il y a une petite condition, parce que c'est un concours qui a lieu depuis plusieurs années, donc le vainqueur de l'année précédente a le choix on lui propose de choisir un thème qui déterminera un peu la thématique des écrits qui est de l'année suivante. Et là, donc, le thème, c'était le péché capital. Et donc, sachant aussi que la contrainte, c'est comme si une mini-aventure, le nombre de paragraphes est limité à 50. Et donc, il y a tout un système de vote. Et donc, il y a des Yaz d'or, des Yaz de bronze et des Yaz d'argent, forcément, entre les deux. Et donc, tout ça, c'est sur le site plutôt d'Interaction, et donc avec rendez-vous forum et tout ça. Et donc, si vraiment vous voulez participer, vous avez une aventure qui traîne, qui répond aux critères, ne serait-ce qu'au moins aux 50 paragraphes, on vous invite à envoyer vos histoires donc sur le webmaster du site, qui est Xoromag, donc c'est avec XHOROMAG à hotmail.com, voilà. Et donc, on vous dit qu'on vous juge, donc c'est sympa, donc c'est vraiment la communauté qui vote, et donc qui peut juger exactement, Xavier, qui sont les juges. Ah, bah c'est là où c'est un petit peu spécial, justement, parce que le concours Yaz, Fred, il a pas de juge au sens classique du terme, hein, c'est-à-dire un panel d'évaluation... Oula, c'est l'IPA, là. Un panel d'évaluation des aventuriers. Alors voilà, ce sont plutôt les lecteurs, voilà, qui votent pour leurs aventures préférées. Alors, il y a 3 juges qui sont néanmoins désignés pour compter les points, et pour devenir juge, voilà, il faut, de 1, être présent sur les 2 forums. Les 2 forums, c'est le forum de la bibliothèque et Rendez-vous 1, dans RV1. Voilà. Et le deuxième critère très important, c'est de ne pas avoir d'AVH en compétition cette année-là. La date butoir pour le manuscrit, donc c'est ce mois-ci, en mai, donc le 31 mai 2020, vous avez jusqu'à la fin du mois, ce qui vous laisse encore une semaine, Fred ? Une semaine et quelques jours ? Ouais, ça vous laisse 10 jours. 10 jours, bah, un peu moins, quand ça va sortir, une semaine, oui. Une semaine, voilà. Et la date butoir de vote, voilà, ça sera donc en juin, donc le 30 juin 2020. On vous ajoute des liens dans le métadonnées ou dans les informations de ce podcast. Donc voilà, vous allez voir si vous utilisez vos applications de lecture de podcast, vous allez dans informations ou vous déroulez dans SoundCloud et on vous collera les liens. On mettra aussi le mail de Zoromag. Hein, Fred, voilà, le webmaster, pour ceux qui ont besoin d'avoir accès à son email. Et il y a aussi une bonne nouvelle, voilà, c'est que l'un de nous participe. Fred, tu participes cette année! Ouais, c'est ça, en fait, c'est moi, j'avais vu le truc de traîner en février sur Facebook, je crois, et j'ai trouvé l'idée super sympa. Et je me dis, tiens, ça serait 50, c'est assez court, donc ce serait l'idée d'un peu de se faire la main, et puis de proposer un truc. Et moi, le péché capital, ça m'avait tenté. Donc l'idée du concours est vraiment sympa, si on peut les aider à avoir beaucoup plus ne serait-ce que de votants pour que ce soit un peu plus représentatif, ça serait vraiment sympathique. Et oui, donc nous, moi, si tout se passe bien, parce que dans l'instant où je parle, c'est pas encore totalement réglé, on a 2-3 trucs à régler, mais moi j'espère vaincre la date butoir et envoyer mon manuscrit. Et donc de toute façon, vous pourrez le suivre sûrement sur le site L'Interaction pour ceux qui veulent participer au concours. Mais si tout simplement vous êtes curieux, vous voulez savoir ce que ça peut donner un petit AVH par un auteur amateur, votre aimable serviteur, on mettra le PDF maintenant sur notre site internet, donc doceti.org. Et là-dessus, on vous rappelle qu'on a aussi tous les PDF des Piranhas dont on parle, que vous pouvez rejouer si vous avez pas eu accès aux épisodes, aux numéros à l'époque. Donc voilà, on vous invite ou bien à participer au concours, ou bien envoyer votre projet pour le concours, vous avez encore le temps, ou bien tout simplement, si vous êtes curieux, vous voulez voir ce que ça donne, on a un petit teaser de voilà ce qu'on va proposer plus tard, donc une petite aventure faite par nos soins. Voilà. Tout à fait, ouais. Et j'en profite aussi, Fred, pendant qu'on parle là-dessus, pour faire une petite aparté, ou plutôt un PS. C'est ça, je me trompe ou quoi? Là, je dis que de la merde, ou c'est bien ça?
Podcast Scriptum. Podcast Scriptum. Podcast Scriptum. Ok, ce que je voudrais dire en fait, c'est voilà, si vous êtes écrivain indépendant, débutant, avancé, souvent avancé, je pense que vous avez déjà peut-être un système de publication, de distribution, mais voilà, si vous cherchez justement à ce qu'on puisse vous aider à partager votre livre, on va bientôt ouvrir une page. Comme t'en parlais justement avant, Fred, là, on va ouvrir une page sur notre site web où vous pouvez télécharger donc des livres dont vous êtes le héros, en profiter, et on voudrait mettre un petit mot sur l'histoire, voilà, un paragraphe, mais voilà, si vous avez des livres dont vous êtes le héros que vous avez écrit il y a un moment, où vous en avez là, que vous êtes en cours en train d'écrire, qui sont gratuits, ou même si vous les payez, voilà, on peut vous mettre des liens aussi là-dessus, hein, c'est ouvert à tout type de possibilités. Et Fred, hein, ça serait cool quoi qu'on puisse aider justement la communauté, on est là, autant qu'on en profite, autant qu'on sorte la corne de guerre, qu'on souffle dedans et qu'on envoie justement des infos dans tout le royaume. Oui, parce que je pense que ceux qui sont vraiment fans, ils connaissent les sites où on trouve les AVH, mais bon, après, il y a peut-être des nouveaux arrivants, des gens qui vont trouver ça plus simple. De toute façon, c'est bien d'avoir plus de vitrines, et puis nous, ça nous fait plaisir, et puis comme ça, voilà, si vraiment, nous, après, si on craque pour une histoire, pourquoi pas en parler à l'antenne, si vraiment ça nous emballe, quoi, tout est possible, quoi. Mais surtout, ouais, nous, on veut, la communauté, c'est important, voilà, on a un peu un secteur niche, donc c'est bien de se serrer les coudes, et nous, on adore que justement le mouvement soit pas mort et qu'il y ait des gens qui ont encore des idées, des gens qui écrivent. Et il me semble que déjà, l'année dernière, là, on parle du mini-Yaz. Il y a la Yaz Tomo, excusez-moi si j'écorche, mais qui se fait tous les ans. Et l'année dernière, il y a quand même pas mal de manuscrits qui étaient proposés. Donc, voilà, c'est pas mort, quoi. Tant mieux, quoi. C'est ce qu'on disait. Si on peut avoir une nouvelle vague d'écrivains, ce serait cool, quoi. C'est super. De toute façon, ça disparaîtra jamais. Ce genre est tellement important et fondateur pour beaucoup d'entre nous, et puis je pense que même pour certains, peut-être beaucoup moins qu'à l'époque, comme aujourd'hui il y a plus de jeux vidéo, plus de jeux de rôle, tout est beaucoup plus facile à l'accès, mais c'est toujours le tout premier pour quelqu'un, il y a toujours cette possibilité-là. Donc voilà, avec Fred et Fabien, nous trois, hein, Fred, hein, ça nous fait plaisir, on ouvrira cette page, et puis on postera dessus, comme t'as dit Fred, il y a plein d'autres sites web qui le font bien, nous on veut juste en effet mettre la main à la pâte aussi, aider, et partager, voilà, ce que vous écrivez les auditeurs, ça nous fait plaisir. Fred, nous voici en route pour parler du livre de ce podcast. Le voleur de vie. Ah, Fred, le voleur de vie, en effet, tu l'as bien dit avec cette voix parfaite. Le voleur de vie est sorti en 1985. Oula, Fred, j'ai du mal. IPA. Le livre, il est sorti en 1995 en France. Alors, Fred, si on faisait un petit tour nostalgique en 95, côté musique, qu'est-ce que tu te souviens, toi ? Ah bah c'est pas mal, là, ce dont on va parler, il y a le titre Zahambi, du groupe irlandais The Cranberries, bah, la pauvre elle est morte, rappelez-vous, et donc en France ça a cartonné, numéro 1 des ventes, entre mars et avril 95, à presque 500 000 ventes, c'est des chiffres impressionnants, la musique ça se portait bien à l'époque. Il est un peu plus franchouillard, et on a quoi au niveau film ? Oh bah, côté cinéma, je crois qu'il y a un film pour beaucoup de douce. Quelque chose qu'on se balance toujours des lignes aujourd'hui. Hein. Les Trois Frères, voilà, le film des Inconnus, qui a fait presque 7 millions d'entrées rien que pour la France. Il faut dire que, bien sûr, à l'époque, les Inconnus étaient très populaires, hein, notamment à la télé avec la télé des Inconnus. De nombreux sketchs, hein, des programmes qu'on regardait à la télé française, plein de choses. Donc, Fred, je veux dire, je sais pas pour toi, mais toi, t'as bien un White Man dans ton salon, non ? J'ai un coup de Delitzsch aussi. Coup de Delitzsch ? Non, c'est un sèche-linge, ça. Non, j'ai un Nintendo. Oh non, pas la Nintendo. T'as fait mes 68, toi ? Attends, il y a une phrase que j'adore, moi, c'est je vais sermenter. C'est pas pour ça que ça arrive pas qu'enculé. C'est pas pour ça que ça arrive pas qu'enculé. Et est-ce qu'on peut vous traiter d'enculé, d'enfoiré, de merde ? C'est combien enculé ? C'est combien enculé ? Bordel. Vous avez prévenu 500 francs. Non, vous pouvez mettre 3000 francs. On va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000 parce que je vais rajouter aussi gros con de tête de merde qui pue le vomi de raclure de bidet. Ah, vous arrêtez vous, je vous le dis, vous arrêtez hein. Non, on arrête. Allez, full camp. Allez, arrêtez. C'est-à-dire que ça a fait mes 68 ça. C'est ça, hein. C'est ça. Il y a ça. Ça a fait mes 68. Il y a ça. Aïe.
Et pour finir, côté jeux vidéo, Fred, en 95, il y a un truc super important qui se passe là. Ah oui, next gen génération de consoles à l'époque, les 32 bits sortent et la Sega Saturn et la Sony PlayStation sont en concurrence. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que la PlayStation elle l'a bouffé. Mais voilà, c'est la fin des cartouches et la 2D et bienvenue au support CD et aux jeux en 3D. Et ça, c'était le grand truc du moment, quoi. Juste un petit détail. Alors là, c'est vraiment, je suis pas un fanboy Nintendo, mais faut pas oublier la Nintendo 64 qui, justement, sortait un peu du lot. Cartouche, ouais. Voilà, qui se disait non, on va rester à la cartouche, nous, et on fait carrément notre propre moteur 3D. Hein, la Nintendo 64, ça, ses graphismes sont inoubliables. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, le logiciel de graphisme avec quoi il créait, mais c'était assez iconique, en fait. C'est marrant, mais les graphismes de la 64, je trouve qu'on peut les... On peut les détecter rapidement, on va les repère tout de suite. En fait, au lieu de la pixelisation, c'est un flou. C'est comme si t'avais oublié tes lunettes, ou si tu portais pas de lunettes, tu savais ce que c'était de vouloir des lunettes, quoi. Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça, Nintendo? C'est juste pour le piratage. Ils savaient très bien que le CDD ça faisait pirater. Ils disent au moins la cartouche. C'est vraiment que. Mais, parce que moi, je suis persuadé que la PlayStation elle s'est vendue parce qu'elle était piratable. Moi, je connais tous les mecs qui jouaient jamais aux jeux vidéo, ils sont mis à avoir une PlayStation parce qu'ils avaient tous les jeux et gratuits, il fallait mettre un cure-dent. C'est juste pour ça qu'elle a marché. Après, ils étaient accros et ils ont continué à en racheter. Hein. Tu débloques la petite cachette à l'arrière de la PS1, tu full action replay et voilà, tu joues à Siphon Filter, quoi. Ah, la bonne époque, bordel de merde. Y a un jeu de la PlayStation qui te sort un peu plus que tous les autres, toi? Qui veut quoi? Il y a un jeu de la PlayStation 1 qui te sort un peu plus des autres, je veux dire un auquel t'as... Tu sais, quand on parle PS1, quand je dis le mot PS1, quel est le jeu qui te vient en tête? Mais moi, j'ai pas joué à PS1. Mais même pas un jeu, y a pas un truc que t'as fait? Je vais dire Wipeout. Le jeu que j'ai pu jouer, c'est Gran Turismo et Wipeout. Wipeout, Gran Turismo. Tu vois, moi je pense à Vagrant Story, tu te souviens? T'as déjà vu ou entendu parler de ce jeu de Squaresoft? Oui, c'est un jeu de rôle RPG. Ouais, c'est RPG, ouais, et en fait son système de combat était assez unique, où quand t'entrais en contact avec un ennemi, t'appuyais sur le bouton d'action, ça ouvrait une sphère dans le monde, et en fait tout ce qui était dans la sphère, voilà, tu pouvais attaquer. Donc c'était un système très 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 intéressant, et ça se passait surtout en France. Alors bon là, j'ai pas prévu du tout en parler au podcast, Fred, mais ça se passait en fait dans des catacombes ou dans un système souterrain français qui date de l'époque médiévale, je sais pas si c'est 11e ou 12e siècle, même ça se trouve plus tard, mais voilà, c'était basé là-dessus, l'époque... Les level designers de Square Enix, Squaresoft, ils étaient venus en France justement pour étudier et un peu reprendre cette atmosphère de système souterrain qu'il y avait en France, quoi. C'était assez chouette. Pas les catacombes, hein, c'était quelque chose qui avait plus en Loire, mais je sais plus trop. Là, je m'aventure vraiment dans ce que je pense sans savoir quand je sais que c'est pas exact. Bah L'IPA te délie la langue. What's going on? Yo, what's going on, mec? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ce qui est marrant aussi avec le... Il y a Bambi qui dort. Oh, arrête tes conneries. Bon, on peut reprendre. Yo, donc voilà, on est en 95, on va parler donc les aventuriers du voleur de vie, le défi fantastique, le numéro 54 dans la collection. Chicken. Fred, avant de parler du voleur de vie, on va parler encore un dernier truc pop culture, ou plutôt culture tout simple. Mon Dieu, d'où Jésus, what the fuck is going on? Mais mon Dieu, le nom, le voleur de vie, est un nom des plus communs pour tout type de médias. Surtout là, oui, dans les romans, ils ont fait fort, parce qu'il y a tout type de romans aussi. Hein. Oh là là, le voleur de vie, justement, on en parlait, Fabien nous en parlait dans le dossier. Mais là, le voleur de vie, alors en effet, il y a tellement de romans, les aventuriers, qui s'appellent les voleurs de vie. Après, sur les films, il y a quoi? Il y a le voleur de vie, il y a 2 films américains, dont un avec Angelina Jolie, voilà, il y a aussi un film français. Et puis, voilà, donc, il n'y a pas encore une pièce de théâtre ou de chanson qui s'appelle le voleur de vie, donc voilà, disponibilité, attrapez les tickets, profitez-en. Alors voilà, alors cette aventure, le défi du voleur de vie, j'allais dire, je fais un coup du mercenaire du guerrier de l'espace là. Alors le voleur de vie aura 2 éditions différentes, hein, il contient 400 paragraphes, il n'est plus réédité de nos jours, et la première édition est l'un des plus recherchés, et il vaut une belle somme franchement parmi les livres dont vous êtes le héros. Son titre original, c'est Deathmoor, ce qui est assez classe, je trouve, c'est sympa comme nom.
Ah oui, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça rejette, ouais. Death Moor, je t'admets que ça sonne, bon, le mot death, hein, mort, et Moor, ça me fait penser au comté en Angleterre, donc le comté de la mort. Je sais que c'est pas beau comme traduction française, mais Death Moor, je trouvais ça sympa comme nom, quoi. Je trouvais que c'était vendeur. Après, le voleur de vie, je t'admets, moi, ce qui me vend sur ce livre, Fred, on va en parler plus tard, mais c'est les illustrations des deux éditions, la première et la deuxième, qui sont assez uniques. Fred, je te propose d'ouvrir le bal justement sur ces illustrations et de nous parler d'un de nos classiques sur le podcast, hein, qui est nul autre que... Terry Hawk. Hawk, yeah, c'est bien ça. Tu veux dire Terry Oui. Chen? Terry Chen, ouais. On a déjà fait la blague à l'époque. On l'a fait? Oh, Merde. oui, mais en fait, c'est marrant parce que bon, je voulais revenir sur la couverture parce qu'en fait, on voulait refaire un défi fantastique et là on s'est dit, bah, comment on le choisit? On va faire comme à l'ancienne, quand on était gamin, on va le choisir à la couverture. Ah ouais, Donc, c'est marrant que tu parles de ça, c'est chouette. En effet, on était tous les deux à l'antenne et on s'est dit, mec, on était en train de faire notre planning, c'est ça, hein, pour Oui, on pour les faisait 3 notre mois à planning, suivre, quoi. Ouais. et je me suis dit, moi j'étais en train de regarder, et puis je lui dis, tu sais quoi, what the fuck, ou je crois que c'est l'un de nous qui a fait, vas-y, choisis Fred, quoi. Et voilà, t'as fait à la couverture, on était en train de regarder, je fais, vas-y Fred, pique. Et là, qu'est-ce que t'as vu, dis-moi? Bah, le voleur de vie, la couverture, le monstre bicéphale qui sorti de The Thing, une espèce de monstre rose dégueulasse, glabre avec une queue, une tête de dragon et l'autre c'est The Thing. Et voilà, donc c'est sûrement l'antagoniste. Je me dis, bah ça a l'air d'être dégueulasse et ça a l'air d'être bien, donc on a choisi pour ça. Et l'autre qui était en tête, c'était Le Monde de l'Aleph, qui a une couverture bien psychédélique. Oh là 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 là. Ouais, qui est génial, j'adore beaucoup celle-ci aussi. Ah, c'est super, quoi. C'est quoi cette collection de livres de science-fiction Heroic Fantasy en français? On les trouve souvent à 1 euro au marché. J'en avais acheté quand j'étais en vacances d'été avec toi, tu te souviens? Et je t'ai montré, c'était un... C'est pas Présence du futur, non? Je crois que c'est ça, Présence du futur, ouais, où c'est des belles illustrations, les titres sont très petits, donc il y a toujours la couverture qui encadre très bien le roman, quoi, on en profite bien, le texte n'enveloppe pas trop les illustrations. Mais je t'avais montré un de ces livres, il y avait un dragon dessus, le titre c'était machin du dragon, le sommeil du dragon, et tu m'as dit, ah ouais, c'est marrant, il n'y a pas de dragon du tout là-dedans, la couverture est complètement mensongère. Tu sais quoi, je suis content que tu me l'aies dit au début, parce que j'ai horreur de ça, moi, de lire un livre, et de me faire des attentes, et qu'elle soit jamais livrée, en fait, ça me met constamment... ça me fait des couilles bleues pendant toute la lecture, quoi, c'est relou. Ah oui, non, je sais, c'est pas un auteur français, d'ailleurs. Ouais, je crois, ouais. Oui, bah c'est... Comment il s'appelle Oh merde, ça me revient, là. Bon, Serge Brussolo. Serge Brussolo, oui. Oui. Ah oui, c'est la collection de merde Galaxy, je crois. La collection de merde, sérieux, là? Oui, non, c'est pas une super collection. J'aime bien parce qu'elle a ce côté... Oui, c'est vrai, mais elle a un côté kitsch, en fait, que j'aime beaucoup, moi. J'aime bien ce style-là, ça fait bien rétro-France, quoi. C'est joli, c'est esthétiquement attirant. Ah non, c'est le masque. Je pense que c'est le masque, oui, c'est le truc de garde. Je sais un truc dans le genre, là, quoi. Ça va. Alors, Terry Hawk, voilà, on connaît bien Fred. Justement, parle-nous un petit peu de... on refait un petit topo de lui, hein, parler un petit peu davantage. Oui, donc c'est aussi lui qui a illustré le dernier défi fantastique qu'on a fait, qui était La Vengeance des démons, qui était un super bouquin avec le recul, franchement, j'ai bien aimé le mécanisme. Le seul problème, c'est que pareil, c'était fait à 4 mains, donc on voyait quelques différences. Il y en a un qui était un peu hardcore. Et du coup, on l'a plus revu. Il est parti, bouffe, elle fait toi tu reviens plus. Bon, dommage, il était un peu différent. Et donc, il a aussi fait un de la trilogie de SF qu'on vient de finir, qui est Les Trafiquants de Kelter, donc avec la fameuse dessin, on pensait que c'était l'antagoniste. En fait, non, c'était un peu le protagoniste. Oui, l'antagoniste, en fait, c'était un contact de l'aventure. Bon, bref. Fais gaffe, il y a Étienne qui te surveille, là. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Il est intervenu à partir de ce bouquin, parce que je crois que là, c'était trop énorme pour lui. Et donc, ouais, Terry Hawk, sinon, par ses œuvres, il est très discret. Déjà, quand il travaillait, il faisait pas beaucoup parler de lui. Maintenant, il est à la retraite, on va dire, et c'est encore pire. On sait juste qu'il vit au Pays de Galles, il est sûrement gallois. Il a énormément fait de couvertures de livres d'horreur, d'heroic fantasy, et sa particularité, c'est qu'on voit souvent un personnage en gros plan qui fixe le lecteur, donc il brise souvent le mur. Donc là, on a des exemples. Donc on a le voleur de vie, je sais pas si ceux qui se souviennent de la couverture, vous en saurez tout de suite avec ce monstre bicéphale tout rose, un affreux petit bambin mutant. Après, on a une couverture avec l'arrivée des extraterrestres, et là, il y a un petit gris qui nous tend la main. Et qui est habillé en plus, c'est rare de voir un petit gris. Ouais. Il est habillé à la Steve Jobs avec le col tortue, là.
Et l'autre, on a une vue subjective comme si on était un gamin dans un berceau, dans un landau qui tend ses bras et sa sœur en face, elle n'a pas l'air d'être sympathique. Et je crois qu'elle a une dague dans les mains. Ouais, puis elle nous fixe comme ça, envie de nous bouffer, donc ça sent pas bien. Donc voilà, vous voyez donc très éclectique. Et maintenant, en fait, on sait juste qu'il revend par le biais d'un agent artistique ses œuvres. Donc voilà, si vous voulez des originaux de Terry Hawks, vous pouvez. Et Fred, justement, si on parle un petit peu de cette première édition de la couverture, tu l'as bien décrit déjà en commençant là par la créature bicéphale. On voit une tête d'ogre avec une tête de dragon, un énorme corps. En fait, ce qui est à côté, c'est The Thing, parce que c'est marrant qu'on dise ça. Tous les deux, on l'a évoqué, et d'où vous voyez les aventuriers, on a un peu repris la couverture du poster japonais de The Thing pour ce podcast, pour l'icône du podcast. Et je pense, Fred, si je me trompe pas, on pense à The Thing non seulement à cause des deux têtes, mais surtout à cause du cou de l'ogre, où on voit bien les vaisseaux sanguins comme si la tête s'étirait, ce qui nous fait passer... Ouais, ça nous fait penser à la scène, bien sûr, du défibrillateur, hein, dans The Thing, où tout s'étire, tout est dégueulasse. Mais aussi, un autre détail, je pense, qui est très important, c'est la couleur chair du monstre. Hein, c'est pas une carapace, c'est pas une chitine, c'est vraiment une peau d'humain, en fait. On sent que c'est très fragile. En ce sens, on dirait un petit bébé qui sort du ventre de sa mère, en fait, tout dégueu, qui est en train de muter, quoi. Ouf. Et autour de... Alors, ce qui est sympa, c'est justement, on a cette couleur rose très très forte et qui est juxtaposée et qui a un fond, un dégradé du vert clair au vert foncé, avec des montagnes... Vert Nurgle, vert maladif, j'ai envie de dire. Ouais, vert gobelin, vert Nurgle, très bien dit, ouais, vert gobelin. Et les montagnes au fond, des montagnes hallucinées bien vertes là, avec l'avant-plan qui est noir vert foncé, de cadavres partout, ou de êtres géants qui essayent qui s'opposent à ce monstre. Donc ouais, très très sympa. Fred, as-tu rencontré le passage de ce monstre ? Non. Oh, je l'ai rencontré, il est bien dans le livre, c'est bien une couverture qui fait partie de l'histoire. Ah bah c'est bien, j'y pensais même pas, moi je pensais que vraiment c'était une couverture what the fuck juste pour mettre une ambiance, tu vois. Ah, ouais. Une couverture what the fuck. Donc on arrête avec ce mot-là, on n'arrête pas de le dire. Là. C'est une couverture n'importe quoi, c'est ça ? Nawak. Nawak, une couverture Nawak. Et ben ça nous amène justement à parler de l'illustrateur de la nouvelle édition française, enfin la deuxième édition qui est sortie donc en 1997, hein, du Voleur de vie. Gallimard décide encore une fois justement d'embaucher un nouvel illustrateur pour réaliser la couverture. Il confie cette tâche au talentueux Jean-Philippe Chabot. Alors c'est la première dans le podcast qu'on parle de lui, hein. Alors il est français, il est né en 1966, il a 29 ans quand il fait cette illustration. Alors étudiant, il se destinait pas du tout à travailler dans le milieu, et justement il dit ça de vivre de son rêve, et voilà, et a pris le dessin à l'atelier Lecomte, une école d'art de communication visuelle à Paris. Un atelier qui change de nom de nos jours, qui est devenu l'ATEP, c'est ça Fred ? L'ATEP ? Semblerait. Si je me trompe pas, ouais. Voilà, il travaille énormément pour des livres de jeunesse, hein. Il fait aussi des publicités pour des affiches et des magazines. Voilà, il écrit même le texte de certains de ses ouvrages. Donc voilà, on dit il fait des paragraphes ou des quotes. Il vit de sa passion et c'est un homme bien heureux, donc c'est chouette, hein. Bravo Jean-Philippe Chabot pour réaliser ce rêve, hein, de devenir illustrateur professionnel. Donc c'est vraiment chouette. Et Fred, ça nous amène justement à parler de cette deuxième édition. Alors pour les nouveaux qui écoutent le podcast, hein, en résumé vite fait, qu'est-ce que c'est la deuxième édition des livres dont vous êtes le héros ? La première, vous savez, c'est ces fameux bordures avec ces deux textes au-dessus, hein, la collection, les écrivains. La deuxième édition, un peu différente, hein, c'était le retour années 90 plus fort. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le livre dont vous êtes le héros prend un tiers de la couverture, ce qui est horrible, hein. Le voleur de vie après le titre. Ce qui est intéressant là, c'est que sur la couverture, on vous met aussi le numéro de la saga, enfin le numéro de collection là-dessus. Donc ici on voit bien que c'est le défi fantastique numéro 54. Et la particularité de la deuxième édition, c'est que le texte, un livre dont vous êtes le héros, était en relief. Et brillait aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'à force de le rentrer, de le ressortir, rentrer, sortir de la bibliothèque, ça va bien frotter l'encre là-dessus. Et un livre dont vous êtes le héros, souvent quand vous le voyez en occasion, sont un petit peu effeutrés, un peu effacés, quoi. Mais Fred, cette couverture de la deuxième édition, malgré qu'il y a que à la moitié en fait de la couverture, on peut la voir, mais elle est assez chouette, là, elle est fantastique. Autant oui, on a choisi le bouquin pour la couverture, donc celle de la première version, autant on aurait pu la choisir pour celle de la deuxième version, qui est très tulesque, j'ai envie de dire, où on se sent
face à un monstre globuleux qui devient bien un ancien, et donc il y a une espèce de silhouette de dos sur un promontoire minuscule, et elle semble invoquer, repousser le démon, ou en tout cas elle est pas dans une situation fâcheuse, et donc ouais, une espèce de démon que tu laisses, je sais pas quoi dire d'autre, il est horrible, comment il s'appelle, le démon massif, des crapauds, le démon des crapauds. Il le bouffe, ouais, c'est le crapaud, c'est ça en fait. Bien vu, justement j'allais dire, est-ce que t'as rencontré, parce que ça me dit rien, mais je pense qu'il y a un énorme crapaud qu'on rencontre dans le livre. Ah oui, je crois qu'il sur un pont, exact. Ouais. Je crois que l'échelle ici, elle est pas exacte, parce que là, il me paraît vraiment massive. Mais en fait, pour l'échelle, c'est qu'en fait, le personnage à silhouette, comme tu dis, là, qu'il invoque, il fait la taille d'une des canines du monstre, quoi. Encore, pas en largeur. Hein. On le regarde même un tout petit peu plus qu'une des canines, quoi. Donc en effet, là, il a du souci à se faire, le mec qui l'invoque. Mais elle est assez... Je vais dire une connerie, pardon. C'est un truc avec un peu de chance, être le petit filet de chair coincé entre dedans, là. En plus, il est bien bavé et bien dégueulasse, le truc, quoi. Il a des verrues partout, bien gore, quoi. Donc voilà, les aventuriers, vraiment sympas ces deux couvertures. Et Fred, ça nous amène à parler encore de quelqu'un de très connu au podcast, mais il y a une première fois pour tout auditeur. Là, justement, si on parle du talentueux, du fameux, de l'impressionnant illustrateur souvent d'illustrations intérieures des livres dont vous êtes le héros, Russ Nicholson. Fred, parle-nous lui de Russ, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de talentueux et impressionnant, quoi. Ah oui, c'est le mot, parce que moi franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu des dessins intérieurs qui m'avaient impressionné. Là, je me suis pris une bonne claque. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, quoi. Donc Russ Nicholson, le bien nommé, dessinateur anglais d'origine écossaise. Il a commencé à travailler dans les fanzines pour les années 70, mais il gagnait pas assez sa vie, donc il a décidé de faire des études universitaires pour devenir professeur, et professeur dans les beaux-arts. Donc comme souvent les artistes, pour s'inspirer, ils visitent les musées, les galeries d'art, regardent les encyclopédies, les bibliothèques, Internet. Internet n'existait pas à l'époque, et donc il s'est fait un peu sa culture, son goût artistique comme ça. Donc il a été repéré par l'équipe éditoriale du magazine White Dwarf. Quoi ? Encore eux ? De Games Workshop. Quoi ? Le Games Encore Workshop ? What ? Le plastique crack ? Le plastic crack. Donc dénicheurs de talent, ils sont pas bêtes les gars, donc ils remarquent ses dessins dans les fanzines et le contactent. Donc ils sont très impressionnés par son trait précis et très détaillé, c'est ça que ça le caractérise. Et lui confie des travaux d'illustration pour les jeux. Donc plus tard, Steve Jackson et Ian Livingstone veut que ce soit lui pour faire des illustrations à l'intérieur de Le Sorcier de la Montagne de Feu. Voilà, donc sacrée référence encore une fois. Bah, c'est à lui qu'on doit la représentation de Zagor, hein. Ça, c'est Russ Nicholson qui rend le monde de Titan assez unique, hein. Ouais, voilà, donc vraiment une référence pour nous, et dans ce milieu-là, donc dans ce monde-là, donc il travaille seul, on lui fournit juste des notes explicatives sur les dessins qu'il doit faire, et ça se passe très bien, et donc il a fait beaucoup de dessins de défis fantastiques, Factic Fantasy, et par contre, lui, il dit qu'il aborde la couleur, lui, le noir et blanc lui suffit, ça tombe bien, c'est comme ça que ça fonctionne, les trucs intérieurs, et... Tu sais, Fred, désolé, je voulais juste t'interrompre, je vais faire un petit paragraphe là-dessus, c'est intéressant qu'il dit ça, et ça me fait penser, tu sais, un des dessinateurs de l'âge d'argent de Marvel, c'est Johnny Romita and Johnny Romita Jr. Ah oui, il est vachement important, et surtout il évolue à son style, et c'est lui qui dessina les Marvel Aficionados du Silver Age, je peux me tromper, mais c'est lui qui dessina tout ce qui était de l'époque de Thanos, mais l'original c'était lui qui avait fait ça, donc le Endgame dans les BD, et c'est quelqu'un qui dessinait donc à l'encre en noir et blanc. Et ce qui se passait, c'est qu'il y a, alors pour pas qu'on le chasse sur le web, mais à l'époque, s'il est encore vivant, il y avait un coloriste. Et ce coloriste était très connu pour faire un boulot ultra feignant. Mec, ce qu'il faisait, Fred, quand il peignait les illustrations, c'était beaucoup de détails, mais qui est beaucoup de dégradés, beaucoup de petits pièces. Et si c'était le surfeur d'argent, c'était pas juste une silhouette du surfeur. On voyait les biceps, on voyait les ombres, on voyait qu'il était fait d'une matière spatiale. Et bah, cet illustrateur, il prenait le pinceau et voilà, blanc avec des reflets bleus, vite fait. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il repassait par-dessus les reflets et les ombres. Donc il effaçait tout avec la couleur. Sympa. Et donc t'as tout le détail méticuleux qui disparaît sous la couleur. Et j'avais vu un site web justement qui avait retrouvé des planches originales, qui les avait comparées avec le comics. Et c'est nuit et jour, quoi. C'est affolant comment le coloriste a tout détruit. Donc juste pour dire... Je comprends tout à fait Russ Nicholson qui veut pas dessiner avec des couleurs, peut-être aussi par choix de pas vouloir faire de la couleur, de garder le noir et blanc, mais surtout si t'as un coloriste qui passe derrière et qui
qui t'annule ta créa, c'est relou, quoi. C'est quelque chose de vraiment immonde. Enfin, moi, ça me dérangerait beaucoup, quoi. Si je fais un talent de ouf et t'as quelqu'un qui passe derrière, ouais, c'est bon, je suis là pour toucher mon chèque, quoi. Signorer, bah là, c'est une vraie saloperie, j'ai envie de dire. Sur un tournage, il ferait pas long feu, lui. Un petit coup de pied au cul, hop. Alors oui, justement, tu voulais nous parler de... Qu'est-ce qu'il fait au fil des années, Ross Nicholson ? Oui, donc il a lié les deux, il a continué à faire des illustrations et enseigner. Il faisait des illustrations la nuit, il a enseignant le jour. C'était le Batman de... Non, pardon, bref. C'est le Batman, c'est quoi le Batman du noir et blanc ? C'est le Batman des illustrateurs. Donc voilà, donc il est à la retraite maintenant, il est invité dans les conventions d'Heroic Fantasy, il aime parler de son travail, de donner des conseils. Donc, chouette. Lui, si on le demande ce qu'il retient de son travail dans les livres dans le rôle, il retient la goule de la sorcière de la montagne de feu qui est bien dégueulasse, il faut dire que ça on dirait qu'on dirait qu'ils vont sortir d'un film d'horreur. Quoi, The Blob, en tout cas. La version années 80 du Blob. Oh, bien pire que ça, j'ai envie de dire. ouais. Bien, ouais. Et Fred, ça nous amène justement à parler de l'auteur. Alors Robin Waterfield qu'on connaît très bien au podcast, parce que voilà, c'est pas la première fois aussi qu'on lit l'une de ses œuvres. On connaît, voilà, via la vengeance des démons, et aussi, Fred, un autre de notre saga science-fiction, le premier cycle, tu te souviens, c'était The Fucking Planet Rebelle. Oh, t'as pas laissé une bonne expérience, c'est ça, toi? Non, si, t'as ça. Moi, j'ai bien aimé celui avec le Star Trek, oui, puis celui avec la galaxie tragique. Tragique, ouais. Ouais, et le troisième qu'on avait fait, c'était le mercenaire de l'espace. Le mercenaire... Non. Si, le mercenaire qui doit aller à Rome, à Paris... Non, c'était pas le mercenaire de l'espace, c'était le Silver Surfer, c'était un loup humanoïde sur une planche de surf dans des tunnels, la couverture, elle était complètement loufoque. Oui, mais je crois que c'est le mercenaire de l'espace, le titre dessus. Ah non, je confonds tout le temps les deux, oui, t'as raison, c'est un truc dans le même genre. Hein. Oh merde, attends, il faut qu'on s'en souvienne, là, ça te dit pas? Attends, je suis en train de cliquer, là, Fred, c'était quoi, Tiens, là, tu peux dire what the fuck, si tu veux. What the fuck is going on? Ah, le chasseur des étoiles. Le chasseur des étoiles, mais oui. On était à Bounty Hunter, donc on était le Bounty Hunter, le chasseur de chocolat. Oui, coco, avec la petite amande. Ok, donc Robin Waterfield, voilà. Fred, il y a aussi une chose importante de Robin Waterfield, c'est que c'était le directeur de collection pour le Games Workshop. Et c'est grâce à lui qu'il prit sous contrat deux autres auteurs très très importants pour les livres dont vous êtes le héros, qui sont Stephen Hand et Jim Bambra. Voilà, pour les livres dont vous êtes le héros. Pas là. Donc Robin, il est né en 1952 en Angleterre, il est passionné par la langue grecque dès son enfance, et il décida de faire justement des études gréco-romaines pour devenir professeur d'université. Alors il enseigna quelques années, mais il ne se faisait jamais embaucher, voilà, c'était un peu frustrant pour lui, et parallèlement, il aimait en fait écrire pendant son temps libre, et c'est là que Penguin Books le remarque et l'embauche comme rédacteur pour cette maison d'édition. Alors, il écrit en tout 5 livres dont vous êtes le héros, dont un jamais sorti en France, qui s'appelle The Water Spider, l'araignée d'eau, mais qui n'est pas un défi fantastique, voilà, qui fait partie d'une... c'est pas du tout ça fait pas partie de cette collection-là, voilà, ça en fait partie d'une autre, mais voilà, c'est un livre dont vous êtes le héros à l'esprit marin. Mais le hic, Fred, c'est qu'il ne cherchait pas à devenir à tout prix un auteur de livres dans un héros de toute sa vie, voilà, ses livres sortirent sous la collection Steve Jackson et Ian Livingstone présente, mais voilà, il avait d'autres projets en vue. Et contrairement à d'autres auteurs, ça ne lui posa aucun problème pour lui que son nom n'était pas en première de la couverture, vu qu'il gagnait déjà bien sa vie. Donc voilà, lui il s'est dit, ça me dérange pas, écoute, je fais mon boulot, j'arrive à sortir ce que je veux, ça me dira quoi. Et à noter aussi que la dernière édition française en 97, voilà, son nom figura bien sur la couverture, un changement pour ces couvertures-là, ce design-là. Sa renommée fait qu'il est très demandé dans les universités, où il fait des conférences dans tout le Royaume-Uni. Mais lassé de tout ça, voilà, du climat pluvieux de son pays, comme il dit dans une interview, il déménage pour vivre dans son pays de cœur, bien sûr, Fred, où est-ce qu'il part, vu où il a fait toutes ses études, ses passions. La Grèce. La Grèce, ouais. Voilà, bien qu'il continue d'écrire des critiques et des traductions pour des revues universitaires, voilà, ce n'est plus sa priorité. Donc voilà, avec sa femme, il vit dans une ferme et produit à petite échelle de l'huile d'olive bio. Robin Waterfield est lui aussi un homme heureux, mais Fred, quel destin impressionnant, là, quelle carrière impressionnante.
Oui, finir tranquille en en cultivateur d'huile bio, c'est sympa, quoi. Huile d'olive bio. Et Fred, ça nous amène à parler d'une personne très importante pour nous en France, hein, qui est donc la traductrice, quelqu'un que nous, bah voilà, la traduction des livres de tous ces écrivains anglais, américains, bah quand ça venait en France, nous, il y avait certaines personnes qui traduisaient et d'autres qui faisaient un boulot, ça on en a eu des traductions, mais il y a quelqu'un qui brille parmi tout cela, il y a quelqu'un d'assez exceptionnel. Fred, si tu nous parles de Mona de Pracontal. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de stars dans le monde des autres héros francophones. Bah là, c'est notre star à nous, c'est notre traductrice number one, celle qui a tout fait pratiquement, la plus de volume, donc Mona de Pracontal. Donc traductrice talentueuse, aussi bien pour les livres que pour des conférences. Elle a une grande notoriété dans le milieu. La dernière fois que vous en parlez, vous vous souvenez-vous, elle avait gagné un prix. Et donc c'est largement mérité, nous on trouve, et voilà, on espère que Mona, on pourra lui dire à bientôt, tout simplement. Ouais, justement on essaye de faire l'interview avec Mona, et même de la rencontrer à Paris, si possible, hein, Fabien travaille là-dessus, parce que ça serait vraiment excellent, quoi. Donc Mona, si jamais tu écoutes ce numéro de podcast, on voudrait te remercier, en tout cas je pense à Fred, nous et beaucoup de lecteurs qui sont maintenant des papas, certains qui continuent, qui travaillent même dans le milieu, qui sont écrivains, voilà. Merci beaucoup pour tes traductions, c'est sûr que ça nous a bien inspiré, et on sent bien cette passion. Je sais pas pour toi Fred, mais quand je lis ces livres, on sent qu'il y a beaucoup plus de détails et une approche beaucoup plus intéressante pour pas trop négliger, pour pas du tout négliger en fait le sens de l'heroic fantasy qui est exprimé dans les œuvres originales. Oui, elle le dit, elle n'a pas traduit que des livres d'autres héros, elle traduit beaucoup de choses, et c'est vrai qu'elle disait que en fait, la traduction c'est un pas de danse avec l'auteur, et quand il rentre dans le même pas, c'est une espèce de magie qui s'opère, donc on voit qu'elle prend son métier à cœur. Et en fait, ce qui m'intéresserait beaucoup avec Mona de Pracontal, c'est qu'elle était, je veux dire, au cœur de la rédaction de comment étaient faits les projets et quelle était l'ambiance. Est-ce que c'était dans l'urgence? Est-ce que c'était apaisé? Est-ce que le directeur de collection, il était imbuvable? Tu vois, c'est ces petits trucs-là qui seraient peut-être marrants de voir. Après, je sais pas si elle avait beaucoup de contact avec eux, mais elle était vraiment, dans la dynamique à l'instant T. Ouais. Après, je connais pas les rapports des traducteurs avec les boîtes d'édition elles-mêmes, s'ils se voient et s'ils se voient pas. Mais au moins, je pense qu'elle aura un ressenti qui pourrait être intéressant, quoi. Fred, en parlant de cool, il fait chaud là. Si on s'écoute du son années 80, histoire de se mettre dans l'ambiance vacances d'été, qu'en dis-tu? Ça me convient parfaitement. Donc, de la cool hémisphère nord, hémisphère sud. Oh, hémisphère, musiciens japonais qui partent à Hawaï pour faire de la musique. Donc, je crois que c'est l'hémisphère sud et Hawaï, c'est où? C'est le sud? Non, Japon c'est au nord, c'est au nord. Hawaï c'est peut-être au l'hémisphère sud, je suis pas sûr. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi pas les deux? Les deux? Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux, voilà. Donc on va s'écouter un compositeur qui se nomme Katsumi Ori, qui intitule son groupe d'ailleurs le Katsumi Ori Project, voilà, qui compose pas mal de musique à Hawaï, hein, et on va s'écouter un tube, je trouve vraiment sympa, tout instrumental, qui s'appelle Non-Stop Paradise. Fred, sors ta chaise longue, tiens, je t'envoie une IPA, et puis je te dis à toutes. Et en parlant d'un truc cool Jap, il y a un truc dont on parle plus, c'est notre pin-up japonaise. Oh, mais oui, est-ce qu'on en a déjà parlé au podcast de tout ça? Oui, dans les cas quand on a reçu des cadeaux là. Oui, des Polaroids, quoi. On a une pin-up japonaise, voilà, qui nous envoie des Polaroids. Elle fait du cosplay. Bon, c'est pas du nu, hein, mais c'est du pin-up, quoi. Non, ça fait un moment, là. Ça fait un moment. Donc, si jamais elle continue à nous écouter, merci beaucoup pour toutes ces photos. Ça fait bizarre de le dire comme ça. C'est toi la fan de Charlotte Gainsbourg. Donc, oh, c'est la chaîne. Goodbye horses, I'm crying over you. Non, c'est pas, je le fais pas bien, le silence des agneaux là. J'ai pas reconnu sur le coup, quoi. Silence des boutons. Ok, non, oui, ça fait longtemps, donc si jamais ils nous écoutent, voilà, merci, et puis, un petit coucou au Japon, bien sûr, c'est vrai qu'on a pas mal d'auditeurs là-bas, donc, allez, c'est parti, Non-Stop Paradise, prends ton ticket, on se retrouve à la prochaine station. Garfol.
this is it. He looks at it, goes, this is a license to thrill. Alors là, je te propose de te lever de ton transat, ou tu sais quoi, Fred? Reste posé, je te ramène quoi? Tu veux une tequila orange sanguine? Pina colada. Pina colada, parfait. Bien baveuse. Bien quoi? Baveuse. Ah ouais, comme le monstre de la couverture. Un peu moins. Ah, Fred, moi je me prendrais bien une deuxième IPA. Est-ce que c'est connu ce terme, enfin de bière IPA? En France, on parle que de ça, les IPA, il y a que ça. Moi j'aime que les bruits, dans les IPA j'aime pas ça, ça me gonfle. Bref. Moi c'est l'inverse, il y a que des IPA ici, ça me gonfle. Et justement, je chasse pour des bières belges ou allemandes ou des stouts, comme il dit. Bah, des stouts, c'est des ouais, brunes. Des stouts. Ouais, les brunes. Moi, j'adore les stouts, mais il y a que des IPA. Pareil. On est bière irlandais à cœur, je crois, Fred. Hein. Bordel, mec, qu'est-ce que je ferais pas pour un Kilkenny, là? J'irais bien en chercher avec mon masque tout à l'heure. Je me suis fait un masque LDVELH. J'ai collé le sorcier de la montagne de feu sur mon masque et tout. Oh, c'est bien, c'est cool. Ouais, avec 2 dés qui indiquent double 6, comme ça il y a pleine puissance contre le virus. Bam! Fred, le voleur de vie. Ce que j'allais dire en fait, c'est que j'ai regardé un petit peu en ligne comment était la réputation de ce livre, et mon Dieu que ça m'a surpris, mais on en reviendra. Fred, qu'est-ce qui se passe dans cette aventure? Ben, on joue un héros. Est-ce que tu te souviens de son nom? Pas du tout. Dragon d'Or 8. Pareil, je me souviens plus de notre héros. On joue à héros, comme d'habitude. On joue nous. Qu'est-ce que je raconte? Non, là, le livre est écrit en fait au sens de la narration. Donc c'est bien troisième personne, c'est un narrateur qui nous décrit ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe. Hein, c'est pas écrit à la première personne. Voilà. Ce que l'on vit. On est en vacances, en aventurier. On est sur l'île Takio. Voilà, des beaux rivages ressemblant à la Polynésie française, Fred, non? Bora Bora, Tahiti, hein? Oh, ça ressemble plutôt à un monde de piraterie pour moi. Ouais, c'est ça en plus, parce que c'est un livre qui se situe bien en fait dans l'ancien monde, dans l'univers de Titan, si je me trompe pas. Donc ça fait partie de cette saga de livres où l'univers est déjà bien établi, hein, où tout a commencé au début par Ian Livingstone et Steve Jackson. Donc il y a des petits mots, il y a des petits noms de villes qu'on peut reconnaître, voilà, au fur et à mesure qu'on joue voilà, le labyrinthe, les défis du chevalier, c'est ça, ou le champion, voilà. Ouais. Bref, ça me reviendra tout ça. Hein. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On est appelé à venir en aide. Scénario classique, Fred, je dirais, un royaume, roi et une reine, la princesse a été enlevée, on nous rappelle de nos vacances paradisiaques pour retrouver et sauver la princesse. Mais c'est là où il y a un petit changement dans ce livre au début, Fred, c'est que quelqu'un d'autre est arrivé avant nous, parce que nous sommes coincés en pleine mer avec la tempête, ce qui nous fait arriver un jour plus tard, et donc il y a un autre chevalier qui s'appelle Fang Zhen, qui a pris notre place, qui a pas autant de bonne réputation. Chevalier coupe-jarret, tu veux dire, oui, plutôt. Coupe-jarret, ouais, bien dit, ouais. Ah, celui-là, on l'oubliera pas. Hein. Et donc, c'est marrant, parce que cette aventure, au lieu de partir tout de suite, à la communauté du Seigneur des Anneaux, en avant la quête, on est en ville, en fait, et on sait pas quoi foutre, parce que... merde, quoi, je veux dire, on est arrivé trop tard. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'était un début qui changeait un petit peu, malgré que le livre a bien fait une désignation et a bien démontré que ça allait être un des scénarios les plus classiques, pour l'interrompre d'un coup par quelque chose d'inhabituel. Comme quoi, non, t'es en retard. Et bien sûr, si Fang Zhen y réussit, il aura la moitié des royaumes à sa poche. Enfin voilà, qui lui appartiendra. Et je me suis dit, waouh! Eh ben, dis donc, la princesse, ça vaut le coup. Hein, parce que là, bordel, c'est une belle récompense. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est sympa cette histoire-là où en fait on arrive en retard, donc ils ont refilé le boulot à quelqu'un. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le mécanisme que ça met en place, c'est qu'assez rapidement, en fait, tu peux être dans une impasse et même au premier chapitre de l'aventure. Je sais pas si ça fait. C'est-à-dire que vous êtes au 1, on vous dit vous pouvez aller au 200, vous êtes au 200, vous avez échoué. Vous êtes reparti sur la lettre, espèce de connard. J'ai trouvé. C'est ouf quand même, on te fout un traquenard au premier chapitre, c'est le premier chapitre quoi. Je crois que c'est du... Tu sais, c'est encore ce mot que j'ai du mal à traduire en français, qui s'appelle du foreshadowing. De la... En place, oui. Ouais, comment tu dis, Rudy?
Mettre en place, non, une mise en place. Mettre en place, c'est ça, c'est de la mettre en place. Ouais, mais ça marche pas très bien. Je suis désolé si je l'utilise mal, mais c'est de la mettre en place. Je vais le dire comme ça. C'est de la mise en place de ce qui va se passer à travers l'aventure. C'est un livre dont vous êtes dans le... La victime. Dont vous êtes la victime. Franchement, alors, le voleur de vie, moi j'en ai perdu pas mal. Hein, donc voilà, bref. Je crois qu'il est bien intitulé. Mais écoute, moi je vais le dire tout de suite, c'est ce que je voulais spoiler au début. Moi j'ai passé une excellente aventure. Je me suis vraiment bien amusé, mais je voudrais dire, je sais que je suis dans la minorité, hein, parce que là, justement, je suis allé voir sur la taverne, je suis allé sur pas mal de sites web. Tout le monde le déteste, c'est ce qui me faisait barrer sur la taverne. Je suis allé voir les critiques et... Alors, tu sais, chacun son opinion, bien sûr, mais moi, ce qui me faisait rire, c'est les mecs qui disent « Ouais, ce livre, il pue, quoi, il me saoule. » Et il n'y avait pas d'explication pourquoi. Et je me suis dit « Ok, moi, ça me plaît de lire c'est une critique comme une autre. » Mais ce qui m'a intrigué, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui t'a saoulé ? J'étais très très curieux et j'ai lu les commentaires avant de faire l'aventure. J'aurais pas dû, c'est la première fois que je le fais. Mais j'arrive quand même à bien me détacher, hein, parce que je vais aller... C'est vrai que je fais ça rarement, parce que j'aime aller neutre. Mais là, j'étais curieux. Et je me suis dit, ok, bon, allez, je continue à essayer d'aller neutre. Et au final, je comprends pourquoi. En effet, c'est un livre dont vous êtes dans le cul-de-sac, quoi. Il y a beaucoup de paragraphes, en fait, où on se retrouve à ne plus pouvoir avancer si on n'a pas trouvé les bonnes preuves. Et ça me fait penser un petit peu, c'est une façon moins bien faite, beaucoup moins bien faite en fait, du système de sorcellerie, où sorcellerie on se retrouve piégé parce qu'il nous manque certains indices, hein, les 3 indices de la cité de Carré, les 7 serpents qu'il faut tuer dans le désert, mais c'était beaucoup plus amusant pendant qu'ici, il y a pas mal de frustration où c'est assez difficile de trouver ces objets, donc on verra comment faire, on en parlera après à travers l'aventure. Ouais, mais moi, l'architecture du livre m'a pas totalement convaincu. C'est que l'histoire du 200, déjà, là, avec cette impasse qui t'arrive assez tôt. En fait, on a on est dans une ville, on doit rechercher, donc, en fait, on sait pas si on doit partir à la poursuite de la princesse ou pas, et donc on erre dans la ville. En fait, le but, c'est de tomber sur Fang Zhen. Qui est en train de boire un verre, ouais, il est en taverne, quoi, ouais. Il s'éclate, ouais. Mais en fait, assez rapidement, on vous dit, bah voilà, vous avez compris bien vite que si vous n'avez pas le sceau du roi, votre aventure, ça sert à rien, et vous pouvez aller dans 2 tavernes, et juste pour vous saouler la gueule, et en fait, oui, voilà, et... Parce qu'en fait, le Fang Zhen, il est envoyé en mission, c'est d'aller à un point spécifique dans le monde, où il y a un rendez-vous avec quelqu'un qui va lui redonner la princesse. Donc il faut pas qu'il soit traqué ni suivi, c'est pour ça que le roi et la reine ne disent pas où est parti Fang Zhen. Et... l'emplacement de Fang Zhen, où il doit aller, comment dire, pas son emplacement, mais sa destination. Comme t'as dit, c'est un sceau, en fait, c'est un petit papier avec le sceau du roi, et c'est Fang Zhen qui l'a en poche. Et bien sûr, voilà, il faut tomber dans la taverne, mais ce livre, le voleur de vie, il faut faire beaucoup de choix spécifiques, hein. Le livre nous propose quand même de retourner en arrière, mais c'est assez facile de rater les indices, parce que rarement, Fred, je suis tombé sur un paragraphe où il y avait qu'un seul choix. Il y avait toujours plusieurs choix à chaque fois, et ça m'a bien étonné. Oui, il y en a moins que dans les derniers qu'on ait pu voir, et puis des fois, il y en a des raccords, mais ça, c'est obligatoire. Mais moi, je me souviens, par contre, il y a un petit problème, c'est par exemple que si tu veux sortir de la ville, tu prends ton bateau, là, tu te fais attaquer par des hommes amphibies, des poissons, des hommes amphibies. Ouais, parce qu'on a piqué la perle au début, là, qu'on était obligé de piquer, on n'avait même pas le choix. Bah non, mais moi j'ai jamais volé cette perle, donc c'est quoi, c'est dans l'intro ou pas? Ouais, c'est dans l'introduction, ouais. C'est dans l'intro au début où ils disent qu'on se pose sur l'île de Takio, qu'on est peinard, et puis avant de partir, parce qu'on a reçu un messager, quoi, en fait on prend un souvenir de l'île, c'est une perle rouge. Ah oui, c'est l'intro avant l'intro, quoi. Oui, ouais, c'est ça. C'est très dangereux ça, je crois qu'on en parle en podcast, mais quand on lit les règles, en fait, il faut toujours relire les règles, malgré qu'on connaît habilité, endurance, chance, mais il faut les relire parce qu'en fait, c'est là où on nous dit des petits détails spécifiques, comme les objets qu'on a sur nous, les utilisations. En fait, il y a des règles mélangées dans les règles qui se répètent, et je trouve ça toujours dommage dans la collection des défis fantastiques, qu'on nous colle pas, bien sûr, les règles importantes, hein, il y a toujours première fois pour un lecteur, blabla, mais après ça, qu'on nous colle la page des spécifications de ce livre, au lieu de les mélanger aux règles. Il y en a qui l'ont fait, des fois ils spécifiaient les règles spécifiques, je sais plus, pour un truc où il y avait un truc de SF, des combats de laser, donc ils étaient tout de suite les différences. Ouais. Ah bah c'est le justicier de l'univers, là, où il y avait les batailles de vaisseaux qu'on a fait, quoi, 1 ou 2 fois, même pas une fois, c'est tout, qui était ennuyeuse comme tout, quoi, où il y a le dogfight qui marchait pas du tout. Non, ouais. Alors dis-moi, Fang Zhen dans la taverne, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Dis-moi tout.
Bah, en fait, moi, j'avais déjà fait 2 échecs, donc j'ai compris qu'en fait, il fallait le trouver. Donc, quand je tombe sur lui, je sais que on me dit qu'il est sous. Bah voilà, il est sous. Je vais en profiter pour récupérer le parchemin. Donc, on intimide un mec qui nous laisse sa place. On se met à côté de lui. Donc, il y a une espèce de rivalité, entre nous. Tu fais le docteur Gozzo Ouais, qui est en j'allais file dire. d'attente pour l'hôtel, là. Ah, Dans putain. Las Vegas Parano, tu colles le mec de devant, comme ça, tu le regardes menacer. Et tu rumines. Et ouais, donc on prend sa place. Donc l'autre, on a une petite rivalité. Donc on essaie un peu de le déstabiliser. On s'envoie des pics. Il est déstabilisé par la nôtre. Donc du coup, il est obligé de pas perdre la face. Donc on propose le fameux concours de mec viril. C'est le poignard entre les doigts de la main écartée, quoi. Et Donc on fait, la scène d'Aliens avec Bishop et ouais, X. ouais, exact. Ouais. Donc là, on est Ouais. encore plus rapide que Bishop. Et donc, comme il n'y a pas trop de fin à ça, on se décide de le fixer dans les yeux. On le déstabilise. Et là, il estafilade de sang. Il perd. Et donc là, le problème, c'est qu'on avait misé 6 pièces d'or, mais lui, il a pas la thune, et forcément, ça, c'est revenir sur sa parole. Chez les brigands, c'est impardonnable, donc il commence à être limite, il va se faire écharper, donc il a pas le choix. Il nous remet la lettre, et il a codement perdu son job, j'ai envie de dire. C'est nous Et qui là, repartons ouais, avec, quoi. et donc là, on peut partir de la ville, et on se fait de toute façon attaquer par les hommes amphibiens sur notre bateau, à cause des perles rouges, voilà. Moi, je me suis baladé un peu plus dans la ville, Fred. Ouais, mais ça sert pas à grand chose aussi. Bon. Ah, j'ai eu un objet qui m'a servi énormément pour la fin du livre. Hein. Énormément. Ah ouais, donc je me balade, j'ai fait plusieurs tavernes. J'ai fait une taverne j'aime bien les descriptions. J'aime beaucoup l'écriture ici. Donc une particularité, Fred, de Robin, c'est quelqu'un qui bâtit très bien le monde fictif, je trouve, qui s'applique beaucoup à nous décrire ce que l'on voit visuellement dans l'univers. Si tu te souviens, la première taverne, il décrit bien que c'est une taverne qui est au port et que le barman, en fait, il a tellement de boutons qu'on dirait un bigorneau. Tu sais, on dirait des crustacés qu'il a sur le visage, bien dégueulasse. Et bien sûr, avec les illustrations de Russ Nicholson, c'est encore plus magnifique. Mais je trouve que les deux font une excellente paire. Après, Robin, en effet, il est... Oh, autant qu'Ian Livingstone, hein, il fait le one way, hein, il faut pas merder. Robin, si t'as pas chopé les bons objets, t'es foutu, quoi. Et ça, il nous fait bien comprendre à travers l'aventure. Hein. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Je trouve qu'il bâtit très bien l'univers. J'aime beaucoup lire ses paragraphes, ses dialogues. Il y en a pas un qui m'a gonflé, où j'ai trouvé que c'était très banal, comme on a pu lire avec d'autres auteurs, comme quoi vous arrivez dans une nouvelle intersection. Allez-vous à gauche ou à droite? Tu vois, Robin, il va pas te dire ça. Il va te dire, vous arrivez à une partie plus sombre du port. Vous voyez bien les poteaux qui sortent de l'eau, les vagues frôlent, certaines caressent les bateaux, d'autres s'écrasent sur eux. Vous sentez l'odeur marin qui vous rend nauséabond. Tu sais, il te met dans l'harmonie de l'univers. Et je trouve qu'en lisant l'histoire de Robin, là, rien qu'en étant au Vieux-Port, j'étais à fond dedans dans l'histoire, quoi. J'étais vraiment pris dans la fiction, et je me suis dit, ok, malgré que les règles de ce livre dont le héros sont très difficiles, malgré cela, on sent que Robin, c'était un écrivain très talentueux, quoi. C'était vraiment chouette. Oui, ça c'est un des points forts de l'aventure, et notamment qui vont bien de pair avec les dessins de Russ Nicholson. Franchement, oui, moi, on va dire le style de l'écrivain et les illustrations, c'est un des gros points forts de l'aventure. Après, oui, c'est plutôt les mécaniques de jeu qui sont complètement pourries, quoi. Bon, après, ça me concerne que moi, mais bon. Ouais, je sais que pas que moi, il semblerait, oui. mais... Non, les opinions là-dessus sont assez négatives, et moi je dirais, écoutez, si ceux qui veulent donner à ce livre une deuxième chance, allez sur le, comment ça s'appelle, le blog Orange, le 400e, voilà, cherchez les Solus, faites le livre avec la Solus, juste pour profiter en fait de l'écriture de Robin, quoi, qui est assez chouette. Voilà ce que je propose. Je t'admets que moi je suis allé là-dessus, merci beaucoup le 400e, parce que au bout d'un moment je me suis dit, ok, je suis perdu, je comprends pas ce qui se passe. Donc on continue. Donc à savoir, en fait, c'est dans ce voyage du voleur de vie, on va quand même parcourir une sacrée épopée à travers le monde. Hein. On va aller dans beaucoup de paysages et beaucoup d'endroits. Donc là, on a récupéré tous les deux le saut. Donc on va, justement, ça nous amène à parler du style des règles de ce jeu. En fait, c'est que vous récupérez des objets qui ont des numéros. Et ces numéros sont importants parce qu'après, ils vous disent, quand vous serez un paragraphe en pleines herbes, allez au 88. Mais quand vous êtes au paragraphe de pleines herbes, le livre donne peu de solutions, comme quoi ils vous disent, peut-être avez-vous une autre solution sous la main. Il vous dit pas ça, en fait, il vous dit des mots-clés. Donc s'il vous dit les autres herbes, tu vas aller sur le paragraphe 120, il va dire, vous êtes dans les autres herbes, et c'est à toi de dire, ah ouais, attends,
Attends, mon objet, il m'a dit que si j'étais dans les autres herbes, c'est là où il faut que j'aille, au 88. Donc Robin, très talentueux là-dessus, on peut dire, de quand même donner assez d'indices, malgré que c'est très difficile. Celui-ci, je le classe dans la difficulté 5 sur 5, moi, le voleur de vie. Il est très, très difficile, mais très amusant, j'ai trouvé. Et donc, Fred, la deuxième partie, c'est qu'une fois qu'on lui met un Zmur à Fang Zhen, on part justement à la trace d'un demi-ogre qui s'appelle Otus, c'est ça? Oui, c'est même un demi-géant, donc c'est lui en fait. Demi-géant, ouais. Oui, c'est lui qui en fait qui attendait la lettre avec le sceau, et là il nous dit en gros qu'on on doit l'attendre ici, il va revenir dans 2 jours avec la princesse, mais oui. Donc on le suit. Donc en fait on le suit quoi, donc en étant furtif, et en fin de compte à un moment on est interrompu dans notre On est interrompu quand on le poursuit, parce qu'en fait, il y a Fang Zhen qui se rappelle d'un autre bon souvenir et qui nous fait une embuscade, tout simplement. Donc, ils nous attaquent avec un javelot, et là, il y a un combat qui est assez marrant, parce qu'en fait, ses caractéristiques sont calquées sur les nôtres. Donc, il a moins 2 que nous en habilité, mais il a 12 points de vie. Donc ça, c'est un peu marrant, vu que c'est vraiment notre... on va dire, c'est un mec de notre corporation. Et donc là, forcément, on a perdu la trace d'Otus. Et là, donc, il y a différentes... sachant que là, en fait, lui se dirigeait vers les Hauts de la Mort, l'endroit le plus au nord du territoire, et un endroit maléfique où personne ne ressort vivant. Donc ça, tout ça, c'est sympa. Et donc là, on a différentes possibilités. Et en fait, on se retrouve, dans tous les cas, on se retrouve à dormir à la fin la Belle Étoile, parce que là, on peut aller dans une forêt ou aller dans un village. Dans le village, il nous arrive que des couilles, si je me souviens. Ouais, déjà, il y a une bonne ambiance quand on arrive au village, quoi. À peine on marche à l'intérieur, que toutes les portes se claquent, les volets se ferment, personne ne nous adresser la parole. Donc c'est soit dormir à la Belle Étoile, soit trouver une planque ici, quoi. T'as fait quoi, toi? Non, moi, j'ai trouvé une planque parce que le villageois, c'était pas agréable. Et oui, j'ai fait une rencontre un peu fantomatique, en fait, qui est un personnage important, qui est une vieille dame qui avait hébergé Otus et qui, en fait, a voulu s'en débarrasser en incendiant la maison. Mais bon, manque de chance, lui, il est pas mort dans l'incendie. En fait, la roue est de coups à tel point qu'elle est sur le point de mourir. Et donc, elle nous révèle quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'est. Je l'ai. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand Otis l'a traînée dans les bois pour la frapper, justement pour la tuer, et elle a réussi à s'enfuir, c'est qu'elle l'a vu perdre un objet de sa poche. Et en fait, c'est une magicienne, donc elle a fait un sort d'invisibilité sur l'objet qu'il a perdu. Comme ça, elle pouvait pas le trouver. Donc, voici l'un des... En fait, à savoir les aventuriers, c'est qu'il faut trouver 3 objets magiques, et 3 objets spécifiques. Et là, c'est l'un des premiers. Donc ici, c'est le paragraphe qui nous dit que voilà, quand vous serez dans les plaines où Otis était. Il faut trouver un bosquet de chêne. Un bosquet de chêne, voilà. Il faut aller à un certain paragraphe qu'elle nous dit justement pour faire le sort en fait d'annulation du sort d'invisibilité pour trouver l'objet. Donc voilà, un indice pour trouver un des objets spécifiques de l'aventure. Ouais, c'était sympa cette ambiance, Fred. Ce petit village bien flippant, la pauvre femme dans sa baraque qui a brûlé, elle a pas réussi à le tuer, quoi, bien frustrant. Mais ce qui était marrant, ouais, donc aucun de nous deux allait vers la forêt, mais moi la première fois j'avais dormi à la Belle Étoile, tu te fais attaquer par la louve, et en fin de compte, si tu vas dans le village, t'es obligé de redormir à la Belle Étoile, tu te fais quand même attaquer par la louve. Donc, tu te fais attaquer par la louve, ouais. J'avais testé ça aussi, on se fait quand même taper par elle, quoi. Après, donc on se balade après le lendemain, on continue les comtés, on trouve des tunnels en fait qui sont à moitié, c'est une mine où en fait on trouve un chemin à travers les. On se fait attaquer par un griffon, c'est ça, non? Non, il y a déjà le fleuve, il y a déjà le fleuve qui nous barre la route. Oui, et en fait on peut rentrer à l'intérieur d'une grotte où il y a le fleuve et ça me faisait penser au passage de Rambo. C'est le premier First Blood où t'as Rambo qui est à travers une mine qui est engloutie d'eau. Il est là avec sa torche et son couteau entre les dents, il y a des rats partout autour de lui. Ouais, t'as raison, ça fait... En fait, j'ai pas vu le 1, donc... Ouais, on se fait attaquer par un oiseau, il y a même un truc dans son nid, on peut trouver un objet, puis l'oiseau il nous poursuit, on se retrouve à courir à travers les tunnels. En fait, il se passe pas mal de choses quand même dans ce livre, on n'est pas là à s'emmerder, je trouve que l'aventure elle avance bien, quoi. Il y a toujours des rencontres, des attaques, donc ouais, c'était assez sympa, quoi. Après ça, Fred, donc on se trouve à travers les mines, on traverse les mines, et en fait, ça nous amène à une nouvelle zone dans le pays. En fait, c'est la zone des marécages. Ils avaient un nom spécifique, les marécages de Cool, les marais de Cool, voilà.
Mais attends, excuse-moi, parce que là, tu parles pas du tout du fleuve, moi, que tu peux remonter au nord et au sud, tu peux tomber sur un nuage pestilentiel où tu peux le traverser, et c'est en traversant, Ah en ouais, fait, ouais, il y avait un fleuve, en fait, il y avait des poissons morts, et à l'intérieur du fleuve, il fallait trouver un moyen de le traverser, quoi. Il faut trouver une zone, en fait, il y a plus de poissons morts, où ça a l'air un peu plus tranquillou, mais il faut monter et remonter le fleuve, quoi, constamment, ça ça dépend, prend du temps. tu peux remonter et traverser après à travers des rondins, ou aller vers un espèce de nuage pestilentiel, je me suis pas approché. Si tu vas Ouais. vers le sud, tu tombes sur l'armée du mec, tu tombes sur des demi-elfes et orques, à la fois elfes et orques, et qui ont le symbole, Ah oui! qu'ont le symbole Ouais! d'Arachnos. Les demi-alpha, quoi, qui a Ouais. un médaillon A. Et donc tu vas dans leur camp, il y a personne, tu récupères le médaillon, et en fait après tu traverses un gué, et là c'est sur le gué que tu te fais attaquer par la créature de la deuxième version française. Là, Oui, avec, ça c'est important, ça. Ce médaillon est super important pour la fin aussi, hein. Ouais, parce que on tue les deux Alforques, donc ça, voilà, on va dans leur base et en fait le livre, j'aime bien, il nous met l'intention comme quoi, est-ce qu'il y en a peut-être encore, tu ne sais pas. Je dis allez fuck, je les ai tous butés, tu vas dedans et en effet il y en a plus, quoi. Donc oui, il y a tout ce passage en fait entre la forêt, le village là qui te claque les portes au nez et puis remonter le fleuve. Donc c'est à partir de là qu'on traverse les mines et qu'on arrive justement donc au marais de Cool. parce que moi aussi je suis passé par la forêt, aussi en allant vers le nord, et là tu es dans une forêt épaisse, donc, et là tu tombes sur un nid de squelette. Tu n'as pas vu ça? Où tu es obligé Ah de fuir, non, tu es réfugié raconte. dans une ferme. Donc, t'as la chance, tu peux les combattre un par un. Tu penses que c'est fini, tu inspectes la ferme. En fait, là, il y a un serviteur d'Arachnos qui s'appelle Tantaflex, qui était trop puissant. Et en fait, qu'il a enfermé là-dedans. Donc, là, c'est l'ennemi avec les meilleures caractéristiques que j'ai vu du bouquin. Donc, en fait, tu viens de buter une armée de squelettes, tu fais un chapitre, tu retombes sur un méga boss. Eh ben, oh merde. Ah la vache. Non, j'ai pas rencontré ça. Moi, dans les marécages, en fait, dans le jeu aussi, dans ce livre, il y a pas mal de mini-jeux, je trouve. Tu sais, moi, j'ai eu un petit jeu de la roue de la fortune quand j'étais dans les tavernes au début de la ville, et là, il y avait, comme j'étais dans les marais, on essayait de pas tomber. Tu sais, c'est des petits îlots à travers tout le marais, et il y a des petits îlots d'herbe, des petites bosses d'herbe qui sortent, et il y en a 6, et il te dit jetez 5 dés et, sur l'îlot que vous marchez. Donc si c'est le deuxième, sur 5 dés, il faut que vous ayez au moins le numéro 2. Donc il faut le faire 6 fois de suite, et à chaque fois espérer qu'on ait le numéro sur lequel la petite bosse d'herbe on est en train de marcher, quoi. Quel numéro de la bosse d'herbe on est en train de marcher. Et j'ai trouvé ça un peu intéressant et un peu relou à la fois, parce que voilà, dans le voleur de vie, il y a pas mal de fois ces petits mini-jeux qui sont sympas. Dans les combats, il y a ça, Fred. Tu sais, quand tu t'attaques à... Il y avait un monstre avec une queue, il te disait, livre, si tu fais 5 ou 6, tu te fais Oui. attaquer par les queues en plus, quoi. Moi, c'était avec les Donc, squelettes. Mais moi, ça me revient justement à un détail. Donc là, oui, donc il y a ça. Donc après, on tombe à l'espèce de cascade où, qu'à la descente du fleuve, on se fait attaquer par le monstre volant. On monte dans son nid. Et moi, en fait, dans son nid, en fait, on récupère le sifflet qui nous servira dans le marais. Oh, Et, très important ce sifflet, ouais. ouais. Et en fait, quand tu siffles dedans, tu attires le mal. Et au moment où le combat, tu suis allé dans le boyau. Et là, dans le boyau, tu tombes sur une araignée. Donc voilà, donc t'enchaînes encore un combat. Et après, je suis tombé dans une salle toute chelou, une espèce de salle où il y a qui projetaient des boules de feu dans tous les sens. Et pareil, là, pour passer, il fallait faire des tests. C'était un peu chelou. Ouais. Ouais, il y avait des boules de feu, et en fait, moi j'ai jamais su d'où elles venaient, j'ai pas cherché, j'ai réussi à sortir, mais... Elles sortent de nulle part. Elles sont magiques. Elles sont là comme un piège d'Indiana Jones à l'infini, tu sais, ou dans un jeu vidéo. Et d'ailleurs, on en reviendra là, c'est bien que tu dises Indiana Jones, parce que vers la fin du film, c'est carrément un hommage, ou plutôt, je sais pas si c'est plagiat hommage, mais c'est carrément comment ça s'appelle, le troisième Indiana Jones, quoi. C'est quoi en français le titre? Ah, c'est la quête du truc du Graal, le temple. La quête du Graal. La quête du Graal, mais non, c'est les livres dans cette vidéo. Si, c'est sur le Graal, le troisième. Oui, c'est sur le Graal, mais c'est la dernière croisade. Oui, la dernière croisade. Ouais. J'ai juste traduit le mot anglais, quoi, dans ma tête. Et oui, c'est ça, forcément, la traduction française. Fred, le marécage, moi je me suis tapé contre un alligator, mec. Ah ça ouais rigole pas, hein. Oh là là, fou. C'était assez balèze. Puis après, comme je t'ai dit, les petits îlots avec le mini-jeu sympa. Et puis après, j'ai trouvé un drakkar abandonné. Il fallait faire une offrande, donc mettre des pièces d'or. Et c'est marrant parce que là, on nous propose de mettre 1, 2 ou aucune pièce d'or avant de grimper. Et en fait, moi, j'ai mis juste 1 pièce d'or. Donc voilà, je suis allé à bord. Et en fait, c'est un drakkar de cérémonie. Donc c'était... Oui, pour les morts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, cérémonie de mort, hein, des vikings, des jarls. Et le cadavre était toujours dessus, donc on s'en sert pour se balader un peu, traverser le rivage. Et j'observe le cadavre et je trouve 2 objets sympas. J'ai trouvé une couronne, et j'ai décidé de mettre la couronne, et en fait, ça a rechargé toute mon endurance et mon habilité. Ah oui, c'est pratique à ce moment-là. Ouais. Et il y a une petite voix qui te parle et tout quand tu la mets, donc tu la reposes après. Et j'observe le cadavre, et là, Fred,
important, le deuxième objet important qu'il faut garder dans l'aventure. Donc on a esquivé, on a un peu oublié le premier objet, mais on retrouve le bois de chêne, là, comme tu avais dit, l'enclos de bois de chêne, où Otis avait perdu un objet. Donc tu fais le sort de révélation d'invisibilité et tu trouves une clé avec un croissant de lune. Mais moi, en fait, je l'ai pas trouvé, donc je sais pas par où faut passer pour trouver ce putain de bosquet de chêne. Donc le croissant de lune, et qui te dit le paragraphe 112. Donc voilà, j'avais trouvé ça. Et là, ici, maintenant, c'est la bague du squelette du Drakkar. Donc dessus, c'est une bague avec un soleil. Et donc, il te dit que c'est une bague soleil. Donc c'est comme une clé. Et c'est le numéro 55. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe là? Je récupère 2 objets avec des numéros, je les ai pas encore utilisés. Donc voilà, le Drakkar qui s'accoste, hein, après je sors. Je t'admets que d'ici là, moi je m'amuse bien, hein, il se passe quand même pas mal de choses. Hein. Bah, moi, en fait, dans le marais, je me souviens qu'il me demandait est-ce que j'avais de quoi faire une boussole naturelle. J'avais l'aimant, mais j'avais pas l'aiguille et le fil, donc je pouvais pas faire une boussole naturelle. Et donc, je m'en suis remis complètement au hasard. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à flipper parce que je me dis, putain, si c'est un labyrinthe vraiment compliqué, je vais jamais m'en sortir. Ah oui, mais il y avait aussi une mist. Ouais, il y a une espèce de brouillard qui te sape la volonté, t'hésites à repartir. Et en fait, moi, je suis tombé sur 2 monstres, un orque des marais visqueux et une créature aquatique un peu indéterminée. Et à un moment, on tombe sur les esprits du marais et grâce au sifflet, là, ils te disent suis-moi, suis-moi. Et là, tu les suis en résolvant le truc. Mais moi, j'ai eu peur que ce soit un vrai labyrinthe. Et en fin de compte, juste en disant je vais vers le marais, je vais vers la rivière, je vais vers le truc, au bout d'un moment, j'en suis sorti. Mais je sais même pas par où je suis passé, pour être franc. Je t'admets que dans ce livre, j'ai fait attention à notre style tous les deux. Je prenais dès que possible à l'est ou à droite. Hein. Oui, sauf moi, je prenais à gauche ou à l'ouest, mais il me semblerait que lui, il aime pas le gauche dans son bouquin. Bah, ça m'étonne pas pour toi, mon pauvre. Aïe, aïe, aïe. Et là, le sifflet argenté, ouais, c'est oui, t'entends les voix qui disent appelle-nous, c'est ça, non? Ou suis-nous. Oui, suis-nous. Ouais. Suis-nous, ouais. Donc voilà, le fameux sifflet qu'il fallait avoir. Donc voilà, quoi, les marais cool. Et puis après, là, moi, je tombe justement dans une nouvelle zone qui sont les plaines de Cool, je crois que c'est ça, aux terres des pots des silex. Voilà, c'est ça. Et c'est les collines désolées, je crois. Les collines désolées, voilà. Et j'ai rencontré les collines maléfiques, les collines de la folie. Le Lovecraftien. Donc là, je rencontre la couverture qui s'appelle un Cradoc. Un Cradoc. Ouais, comme les Crados, quoi, les cartes de collection. Le Cradoc, c'est le fameux monstre à 2 têtes, là. Ouais, qui est là, en fait, et je crois que c'est c'est à la fin du marécage, c'est mon mini-boss, quoi. Et donc j'arrive à le tuer, ce qui est un combat pas facile, mec, hein, vraiment vraiment difficile. Tous les combats dans cette aventure sont très très durs. Et à la fin, bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il faut couper la tête, mais est-ce que vous savez est-ce que vous savez quelle tête il faut couper avant qu'il se régénère? C'est trop tard, il s'est régénéré. Donc il faut que je le tue une 2e fois. Et là, il faut choisir la bonne tête. Alors il a 2 têtes, il y en a une c'est un ogre et l'autre c'est un crade. Je crois que c'est pour ça qu'il s'appelle Cradogre. Ah, d'accord. Donc ouais, et j'ai coupé la tête de l'ogre, je me suis dit la plus humaine, et en fait ça a marché. C'était la tête qu'il fallait tuer. Je me suis dit, peut-être l'ogre il avait le cerveau, j'en sais rien, je t'admets que j'ai vraiment fait ouais, j'ai fait ça sans vraiment savoir ce qui se passe, quoi. Donc, au hasard, j'ai gagné, quoi. Et voilà, après ça m'amène dans les terres des pots de silex. En gros, ça m'amène à l'univers de l'âge de pierre, quoi. On arrive dans le monde de l'âge de pierre. Chez les sauvages, ouais. Ouais, qui te tombent dessus, t'es obligé de te laisser emporter, en fait, par eux. Limite, tu penses qu'ils vont te bouffer, et puis en simulant un malaise, on arrive à se défaire des 2 gardes, et après, on fout de dawa, quoi. Ouais, c'est marrant comment on peut s'y prendre. Moi, j'ai réussi, en fait, j'avais piqué un silex un peu plus tôt, et je m'en suis servi pour m'échapper, pour couper les cordes, et j'ai merdé, en fait. Je me suis fait voir en train de m'échapper. J'ai essayé de m'enfuir, je me suis fait attraper. Et j'ai décidé de les attaquer, et puis j'ai réussi à les buter. Le livre dit bien, ah, vous avez fait tellement de carnage, mais personne vous voit, tout le monde est occupé. Je dis, ah. Et j'explore la ville, et en fait, ils sont tous dans la maison principale, en train de prier ou je sais pas quoi, donc peut-être qu'ils allaient nous bouffer, hein. Et on peut décider de foutre le feu à la baraque, si on avait récupéré encore des toiles ou des brins d'herbe, machin. Le livre, encore une fois, n'hésite pas à nous faire perdre des objets, comme t'as dit, la boussole, si tu te crées une boussole, au bout d'un 2e monstre, tu peux tomber et de la péter. Donc là, en fait, j'ai foutu le feu à la grosse baraque. Ils s'échappent tous. Moi, je rentre dedans pour voir ce qui se passe. Et il y a un dernier mec qui, je crois qu'on tabasse. Et en fait, on voyait qu'il voulait récupérer un objet important.
Oui, en Et fait, donc, il Fred- sort, il revient sur ses pas, ça nous intrigue, on le suit, puis on le tabasse sans savoir ce qu'on récupère, mais on récupère. La branche d'ébène du pot de silex qui a un pentacle tout au-dessus. Enfin, ils disent pas un pentacle. Ils Un disent hexagramme. un hexagramme. Oui, c'est pas un pentacle, en effet, c'est un hexagramme, ouais. Qui a le numéro 158. Donc voilà, encore une fois, tous ces 3 numéros, hein, la clé d'Otis, plus la blague du Drakkar et la clé du pentacle, voilà, ça nous fait le numéro 325. Chose importante à savoir, Fred. Ouais, bah moi c'est le seul que j'ai trouvé en fait pour être franc dans l'aventure, et encore pas toutes les fois. Et moi en sortant du marécage la deuxième fois là où j'étais un peu perdu, il y a un chapitre qui s'appelle qui est le numéro 27. Et là c'est vraiment un chapitre de merde qu'on te dit tu vas aller au nord, au sud ou à l'est. Bon, Ouais. je sais pas. Et en fait donc t'as 3 choix en fait sur les 3 il y en a 2 ils te mènent à une mort certaine. Oh là là. Moi j'ai trouvé ça d'un dégueulasse. Tu te rends compte t'as 2 sur un paragraphe à 3 choix, t'as 2 choix ils te mènent à une mort certaine. C'est pas too much franchement. Paragraphe 27, vous pouvez vérifier. Non, messieurs, c'est de dames, l'abus. Ça m'a tellement choqué que je l'ai noté, quoi. Ah, t'as bien fait. Là, tu sais, on dit, ouais, les plus durs, c'est la comparaison qu'on n'est pas les seuls à aimer dire, hein, mais la Dark Souls, là, c'est de l'abus. Là, c'est juste de la mauvaise programmation de l'univers, quoi. Enfin, de la schématisation des paragraphes. Là, c'est relou, quoi. Je vois pas le but, en fait. Ouais, non, mais ouais, je vois pas le but. Et en fait, c'est marrant parce que cette espèce de... En fait, là, c'est 2 choses trappes. C'est des pièges que tu retrouves ailleurs, mais qui sont pas mis de la même façon. Et que moi, je me suis tapé 2 fois. Parce qu'en fait, j'ai calculé, j'aime bien faire ça. Mais le voleur de vie, je suis quand même mort 10 fois, si c'est pas mal. Et donc, moi, j'adorais l'aventure. Et donc, là, en fait, il y a le truc qui commence à être moins sympa, c'est que tu arrives dans la porte de la forteresse. Où il y a un super Ouais, dessin. t'arrives enfin à Arkland, c'est ça? Archland? Non, alors là... Ouais, Arachnos ça s'appelle. La forteresse d'Arachnos, donc il dit, bon là il y a 3 symboles, si vous avez les 3, vous savez où vous devez aller en les additionnant. Tu fais bon. La lune, le soleil et le... Comment t'avais dit? Merde. L'hexagramme. L'hexagramme, ouais. Bon là le mec il te dit, bon vous avez pas le symbole, c'est pas grave, bon. Vous faites, bon, vous pouvez chercher d'autres entrées, tu fais, le mec c'est sympa, bon, il a quand même prévu pour ceux qui n'auraient pas trouvé, il va prévoir un truc peut-être un peu plus difficile ou moins davantage, mais tu parles, tu vas au chapitre, je fais, vous êtes mort. Tu fais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, putain? Ouais, alors moi j'ai fait... compté... pourquoi te proposer un choix si c'est pour juste d'après te dire bah non, bah oui. ça sert à rien, faut vraiment avoir les 3 objets, sinon tu peux pas y arriver, quoi. T'es un boulet, quoi. Et là je me suis dit oula. Alors là, en plus quand c'est comme ça, c'est pas tu peux revenir quelques chapitres en arrière que t'as noté, c'est que t'es obligé de reprendre depuis tout le début. Parce que tu peux pas savoir où est-ce que tu l'as loupé l'objet, faut revenir dans tous tes choix. Et là j'ai fait aïe aïe aïe. Donc j'ai recommencé pour le même résultat. Donc j'ai fait là heureusement t'étais en ligne, donc on s'est dit et là en fait j'ai encore plus déchanté parce que je pensais que la merde était dépassée. En fait non, c'est le début de la merde pour moi. Donc, si t'entends les si on était dans les années 90, j'imagine bien le bruit MSN. Putum, Fred. Mec, je suis bloqué là, j'en ai marre. Xav, putum, 325. Ouais, je m'y attendais parce que en faisant l'aventure, moi ça m'a pris plusieurs fois, j'ai dû le faire 3 fois en tout avant de trouver tous les objets. Je t'admets, quand j'ai trouvé le Drakkar, je me suis dit ok, quelque chose de nouveau. Et puis j'ai vu l'objet, la bague qui me donne un numéro spécifique. Donc à la première lecture, en fait, j'avais réussi à trouver 2 objets. La fameuse clé de Otis, l'ogre. Enfin le demi... Non, c'est pas un ogre, demi-géant. C'est un demi-géant, ouais. Et bien sûr, la branche qu'on trouve facilement d'ébène des pots de silex. Mais la bague, c'est ce que j'avais pas trouvé dans le marécage de Cool. Et je t'admets, quand j'ai trouvé le Drakkar, je suis monté à bord, j'ai enfin eu la fameuse bague. Alors j'étais content, je me suis dit waouh. Parce que là, c'est dur, quoi. Donc ouais, on a les objets, et comme tu dis, au lieu de te dire va te faire, quoi, voilà, tu vas au paragraphe 325, et donc on rentre dans la forteresse. Ah bah oui, mais moi je me suis pas du tout amusé dans la forteresse. Elle est chiante, hein. Ah, franchement, je me suis pas du tout abusé. Bah, on est obligé de se taper contre un monstre invisible. Je t'admets que là, moi, à la fin, pareil, quoi. L'aventure était chouette jusque-là, même si c'est très difficile et c'est un peu relou les façons dont on peut mourir. Il y a un monstre invisible, après il y a un piège où tu joues juste les jets de chance pour réussir, c'est qu'il faut s'abaisser. Il te dit pas qu'il y a une lame qui passe en dessous de toi, mais c'est ce passage-là qui me faisait penser à Indiana Jones. Tu sais, quand il dit qu'il faut s'agenouiller devant Dieu. Et t'as la lame. Ah oui, c'est ça. Ah oui, exact. Ouais. Oh, c'est ouais, carrément ça m'a pas marqué, là. J'ai un peu le cul, là. En plus, ça vient pas tout de suite. Non, mais je m'y attendais que j'allais être dans la minorité, là, d'aimer ce livre, malgré que, oui, je remarque qu'il y a plein de trucs, c'est de la merde, quoi, c'est relou. Par exemple, pour la forteresse, je m'en souviens, donc,
Au début, t'as une espèce de couloir en lévitation, tu tombes, tu sais pas s'il faut tourner, faut pas tourner, donc après t'arrives en bas, je sais pas trop pourquoi. Après t'as une espèce de salle où ça pue, on dit est-ce que tu veux tourner voir ce qu'il fait. En fait, t'es attaqué par des rats, ou bien après t'es attaqué par 1000 pattes, tu fuis, il t'amène sur un autre monstre, il te dit bah là vous êtes poursuivi par un monstre, vous avez aucune chance, vous êtes mort, les deux monstres vous dévorent. Je fais putain, à quoi ça sert de dire que je suis poursuivi par un monstre, et en plus il rencontre un autre monstre, tu vois, il va avoir combat de monstres avec Godzilla. Bah non, en fait ils disent bah non, vous avez aucune chance, vous êtes deux monstres qui vous poursuivent. Je fais putain, il fait même pas un truc sympa quoi. Oh, et Robin, il sait nous énerver facilement là-dessus. Hein. Oh. Ah mais je te jure, moi je l'ai fait en mode automatique. Au début, que tu fais gaffe, tu fais ta progression, tu notes les chapitres quand c'est un peu carrefour, tu fais putain là je vais peut-être mourir, faut que je note. Mais à la fin, dans GTA, j'en peux plus. Vas-y, j'avance, si je meurs, je meurs. Mais c'était... Attends, parce que donc, pour entrer en forteresse, il faut les 3 infos, là. La seule façon de les avoir, c'est faire le bon chemin. Très bien. Après, là, donc, t'as une scène importante dans la forteresse, c'est quand tu vois Otus et ses frères dans la cage. Ouais. Et pour qu'ils te laissent passer, il faut que tu aies aussi un putain d'objet que j'ai jamais trouvé. Moi, j'avais l'armure, j'avais le bouclier, mais j'avais pas le putain de casque. Ah, tu vois, j'avais pas le bouclier. Moi, j'avais le médaillon. Et j'avais le casque, en fait, je l'ai trouvé dès le début dans la forteresse. J'ai pris un paragraphe où il y avait un explorateur qui est mort, zigouillé, tué par des orques. Et il y a un casque avec la lettre A. Donc j'ai choisi de la prendre. Et quand j'ai rencontré Otis et ses frères, ils disent, est-ce que vous avez le casque et ou le médaillon? Je dis, ah tiens, j'ai les deux. J'ai trouvé le casque en entrant en fait dans la forteresse, il est tout au début. Ouais, mais le médaillon, ça ne sert pas à grand-chose en fin de compte. Et en fait, non, il y a faut avoir le casque, Ouais, il faut avoir le casque. Et il y a une belle illustration de Ross Nicholson ici où on voit le portail où il y a les frères derrière en fait. Et donc il ouvre le portail, il te montre tout ça, il te laisse passer, c'est ça Fred? Oui, il te laisse passer. Donc après on dit, alors il y a un petit problème parce qu'en fait il y a un dessin, il dit que ça représente les demi-géants, mais pour moi le dessin représente les hommes de Silex là. Parce qu'ils ont exactement la même tête que dans un terrain d'après. En plus ils sont pas 3, ils sont 6. Donc il y a un petit problème. Ouais. Un petit problème de légende sur celui-ci, je pense. Tu sais qu'il manque une 6, je crois qu'entre 6 et 10 illustrations de la version originale, dans la version française. C'est pour ça, ils ont dû enlever Cécile, donc ils ont confondu les mecs. Putain, mais comme quoi c'est vraiment du boulot, mais d'amateur. Comme les mecs, ils prenaient, c'était comme le coloriste là de Kirby, quoi. Heureusement qu'on avait... Le coloriste? Ah oui, qu'il l'a fait blanc au lieu de rose. Ah ouais, non mais là c'est prendre son boulot par-dessus la jambe. Si tu retires des dessins, en plus ceux que tu retires, tu mets pas les bons qui correspondent aux bons textes. Je veux dire, là c'est... Ah merde, je viens de me rendre compte de ce que t'as dit. Jack Kirby, en fait, tu veux dire ce que je disais plus tôt par rapport à Marvel. Tu vois, moi je pensais que tu disais Kirby sur la Nintendo, sur la Game Boy. Ah non, je parlais de Marvel tout à l'heure. Parce qu'il est blanc sur la première couverture, mais après il est devenu rose. Bref. Je suis à l'ouest. Donc les 3 géants, Fred, il faut les buter, c'est important là. Non, en fait, on demande est-ce que tu connais leurs secrets. C'est déjà une info que j'ai pas. Est-ce que vous connaissez leurs petits secrets? Je l'ai pas, moi, leurs secrets. Putain, mais à quel moment on va parler d'eux? J'en ai rien à foutre. Bon, bref. Et après, tu peux te battre contre eux. Là, tu les butes et tu dis est-ce que vous avez la pierre de vérité? Je vais buter la pierre de vérité. J'ai la pierre de vérité. Mais putain, en fait, c'est pardon, j'arrête pas de jurer, je suis en train de me rendre compte, c'est assez horrible. Mais... Tu es en train de taper ton mur, là. Non, j'ai eu la pierre de vérité, c'était l'un des objets, tu sais, je t'avais dit que j'étais resté plus longtemps dans la ville portuaire au début. Et dans l'une des tavernes, en fait, il y a 2 hommes qui sont inculpés de meurtre par la police qui entraînent les... Ah oui, j'ai vu dans le truc de Bourges, là, prout là. Ouais, et puis finalement, nous, on peut les défendre, et en fait, il y a une petite intrigue, mais en fait, il y avait des noms à désigner, il y avait 5 noms, j'en ai choisi un, et en fait, ça m'a aidé, quoi. Je l'ai fait au hasard, et je suis allé voir sur des solus comment réussir cette intrigue. Je suis toujours pas sûr, mais quelqu'un a dit, c'est dans l'illustration, en fait, on voit un mouchoir qui est à moitié déchiré dans la poche de quelqu'un. Je suis allé voir les illustrations et je l'ai pas trouvé. Et je me dis, ok, soit je l'ai raté, c'est juste moi qui ai mal observé, ou de 2, est-ce que c'est une illustration qui manque? Ah, bah ouais, tu vois. Peut-être par rapport à la version anglaise. Ouais. Donc, oui, donc en fait, et ce qui se passe, c'est que le lendemain, quand t'es sur ton bateau, il te dit bien le truc, ok, le lendemain, va au paragraphe 152 du commissariat, je te donnerai une récompense. Donc le livre te dit c'est le lendemain, et bien sûr il te dit pas d'aller voir les flics si t'as besoin, mais j'y vais, et les flics ils me disent ah tiens j'ai 3 objets, choisis-en un, comment tu vas être payé, et dedans il y avait l'un des objets, c'était une pierre de vérité. Je me suis dit tiens, ok ça me plaît. Donc c'est un truc que t'as vraiment tout au début de ta lecture, que tu utilises vraiment tout à la fin. Et j'ai utilisé la pierre de vérité, et mec là, crois-moi Fred, t'as bien fait de pas avoir ça, parce que ce qui se passe c'est que Otus, les opticiens, Otus. Oh putain. Mec, c'est pas fini là. Attends, si tu crois que là c'était chiant, Otus en fait, il te donne une devinette. Tu l'as fait la devinette?
Bah non, je pense que... Oui, je sais à quoi ça sert, mais attends, oui, vas-y, enchaîne, parce que ça me fait rire d'avance. Oh, il te dit, à 1/6 de ma vie, j'étais prisonnier. À 7/e de ma vie, j'étais envoyé dans les mines. 5 ans plus tard, je me suis marié. 2 ans après, j'ai eu un fils, mais il est mort il y a 8 ans. Ah, c'est pour ça que t'as parlé des mathématiques en début, je crois que vous avez pas compris. Et oui. Alors, il dit tout ça, et après, à la fin, ils disent, mais il faut que tu connaisses mon âge pour tuer, comment il s'appelle? Arachnos. Et je lui dis, mais attends, what? Mais c'est quoi? Même le livre te dit, mais tu lui demandes quel est son âge à Otis et il meurt dans tes bras. Je suis, attends, tu te fous de ma gueule. Et donc, j'ai fait des maths. Je me suis dit, ok, 25, 30, 8, 15, donc 21, et j'ai trouvé le numéro 84. Fred, je l'ai fait sans tricher. Je me suis dit, tu sais quoi, ok, j'ai un numéro. Ça m'a gonflé, mais un peu amusé. Je vais pas mentir. Au début, c'était chiant, puis au final, je me suis dit, c'est sympa comme plus, c'est plus simple que je le pense. Donc, je me suis dit, c'est un problème mathématique de base, ça qu'on fait au primaire ou au collège. Hein. Bon, je sais pas si tu te fous de ma gueule de moi ou du livre. Non, mais c'est ce genre de formulation pour trouver un chiffre, c'est connu, ça me parle, quoi. Donc, Otis avait 84 ans. Et donc, on arrive à la fin. Fred, vas-y, enchaîne, s'il te plaît, parce que je kiffe t'entendre détester ce livre. Ah non, mais moi, du coup, j'avais pas sa réponse. Donc, moi, je arrive dans la salle où il y a la salle des 400 miroirs. Et là, il vous dit, est-ce qu'il a 400 miroirs, il est en train d'égorger la princesse. Et là, il vous dit, vous avez une fraction de seconde pour décider lequel est le bon. Vous connaissez son numéro. Et je fais, bah non. Et je dis, putain, je suis devant le boss. Il faut encore que je connaisse son numéro. Au chapitre d'avant, j'avais déjà pas la pierre de vérité. Et au chapitre d'avant, j'avais déjà pas le putain de casque et le putain de truc. Et au chapitre d'avant, j'avais déjà pas les 3 morceaux. Ouais, c'est bon, quoi. C'est quoi? En fait, ce bouquin-là, ouais, t'as raison. En plus, il donne plein d'objets pour te les faire péter dans les mains à l'instant d'après. Il me donne une lampe. J'ai une lampe, elle est pétée. J'ai un briquet d'Amadou, elle est pétée. Alors, si vous avez ça, le bout de feu a tout brûlé, vous avez perdu 3 objets. Et là, Fred, ton expérience, Fred. Avez-vous les 3 clés? Non. Avez-vous le casque et le médaillon? Non. Avez-vous la pierre de vérité? Non. Connaissez-vous le secret des frères? Non. Quel miroir buté? Non. Et tu sais, tu peux te créer ta propre histoire où t'es juste devant les 400 miroirs, tu vois Arachos avec la princesse en train d'égorger, et tu regardes dans tous les miroirs, tu fais « Non, je t'emmerde », et puis tu retraces chemin, quoi. Mais ouais, bon voilà, vous avez compris, c'était la fin. Bah du coup, ouais, vas-y, comment ça marche quand tu le butes? Bah en fait, tu rentres l'âge d'Otus, qui est de 84, et t'avais piqué, tu sais, il dit dans le paragraphe d'avant que t'avais piqué l'arbalète de l'un de ses frères. Ils étaient tous les 3 bien équipés, une arbalète... Mais non, mais c'est pareil, ça, j'ai pas piqué son arbalète, ça si, j'ai pas fait gaffe alors, mais... Non, il te dit dans le paragraphe de fin, quand t'arrives dans la salle des 400 miroirs, que en fait, c'est automatique, il dit, t'as juste piqué l'arbalète, dans quel miroir? Donc j'ai tiré dans le 84e miroir. Et la flèche, le but, on sort avec la princesse et basta. Bien sûr, une petite fin, j'ai oublié le nom de notre écrivain, mais une fin en 4 lignes, quoi. Voilà. Et aussi, la fin... celui-là, non, j'aurais pas... J'ai oublié le mec, là, le mercenaire de l'espace, c'est ça, non? Les fins... Les trilogies de SF, ouais. Les trilogies de SF ou les paragraphes de merde, là, de fin, qui sont 4 lignes. Vous avez réussi l'aventure, bravo. Donc là, c'est un peu l'équivalent. Et là, bien, ce qui est intéressant, Fred, je crois que c'est un petit détail au point là, on craque, mais j'en peux plus. C'est pas le 400, c'est le 84 qui change. Parce que bien sûr, je crois que c'est emblématique, ce qui est le paragraphe 400 dans ce livre. En fait, le paragraphe 400, tu te fais égorger par les hommes de Silex parce que t'as le symbole A sur toi, je m'en souviens, je suis tombé dessus. Le paragraphe 400 dans ce livre, c'est une mort. Je crois que Robin, en fait... Écoute, c'est un bon écrivain, mais je crois qu'il en avait un petit peu ras le cul des Fighting Fantasy pour en faire un à ce point-là, quoi. Oh la pénurie, mec. Mais moi, tu vois, c'est ça dont je voulais te parler, parce que moi, ce bouquin-là, tu lui mets les illustrations, tu mets le style de l'auteur, tu mets l'aventure, franchement, top niveau. Par contre, les mécaniques de jeu, mais mon Dieu, t'as l'impression qu'en fait, les mecs, ils en sont encore, on a dit, c'est le 50, je sais plus, 54e, je sais plus quoi. Les mecs, ils disent, non, mais ceux qui jouent, c'est des hardcore gamers, faut qu'on leur fasse un défi, qu'on les fasse chier, quoi. T'as l'impression que les mecs, en fait, c'est plus quoi inventer, ils se sont dit, bah, on va les faire chier, mais adon. Putain, mais on va les faire chier, quoi. Ah ouais, on va les faire chier, on va faire des règles inutiles, on va faire des pièges qui vont pas voir venir. Et franchement, moi, j'ai noté le nombre de vies, donc j'étais la fameuse falaise, juste avant la
la porte, je suis tombé 4 fois dedans, buté par la robe de squelette, égorgé par les pots de silex, transpercé par des pics. Après, tout ça, après, c'est que dans Forteresse. Transpercé par des pics, tué par un ennemi invisible, tué par Otus et tous ses frères par une flèche en argent, la pique de vipère sur la porte, que il y a des portes, si tu lèves ou abaisses le levier, tu peux avoir une mort instantanée. Et après, coincé entre le boulon et le mille pattes. Si vous vous appelez Fred, allez au 400. Tu vas au 400, vous êtes mort. On a dû comprendre, comme dès le premier paragraphe, on te dit déjà d'aller au 200, on te dit, bah, en gros, t'as foiré, tu fais, mais le mec, il se fout de nous, quoi. Mais, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, franchement, le style de l'auteur, l'histoire en elle-même, les dessins, mais j'ai vraiment tout kiffé. Mais alors, ce système-là d'objets, de nous faire chier pour ces trucs à la con, ces énigmes, ces paragraphes, franchement, moi je trouve que là c'est vraiment tuer son histoire, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est un bon exemple à pas suivre, j'ai envie de te dire. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça serait un beau livre à remasteriser, mais ça n'existe pas hein, chez les livres dans le héros. Mais à remasteriser avec des paragraphes beaucoup plus simples, d'enlever tous les paragraphes où tu crèves, ça tu vires ça, tu mets des paragraphes où c'est un peu plus facile, beaucoup plus facile de trouver des objets, où il y a quand même des solutions, même si t'as pas eu... tu sais, c'est te faire travailler un peu plus si t'as pas eu le raccourci. Oui, c'est ça, de faire un petit peu d'épreuves supplémentaires ou pas trouver des objets qui pourraient t'aider en combat parce que le mec a fait le meilleur chemin, mais bon, tu te débrouilles, quoi. Mais là, c'est vraiment... tu veux trouver d'autres entrées, bah tu meurs, t'es pas assez malin. Putain, vas-y. Je trouve pareil, comme tu dis, quoi. L'écriture, les illustrations, même la couverture, tout est vraiment... C'est une excellente... œuvre en elle-même, mais le système de jeu est terrible, quoi. C'est ultra frustrant, donc je commence à comprendre la taverne. Là, je comprends maintenant pourquoi ils n'arrivent pas. Beaucoup des critiques, en fait, n'expliquent pas. C'est que il y a une frustration au point où t'as envie de dire, comme on est en train de faire, c'est va te faire, quoi. Non, mais je te jure, parce que moi, là, quand j'ai vu qu'il fallait 3 objets, je me dis, 3 objets, ça va être galère. En plus, le mec, il a l'air un peu chiant, ça va être. Et toi, je dis, tu me donnes la solution. Putain, c'est bien, je vais pouvoir faire la fin de l'aventure et tout, ça va être sympa. Mais en fait, j'ai déchanté tout de suite, quoi. Parce que déjà, franchement, il y a plein de pas. Mais je sais pas, en fait, des fois, on te nombre, quand tu tombes là, dans l'espèce de truc en suspension, là, et le nombre de paragraphes où on te dit où tu peux tourner, où j'ai l'impression que ça sert à rien, c'est assez impressionnant. Mais, oh là là. Et puis dès que t'arrives à quelque part, si t'as pas la bonne réponse, ou t'as pas la bonne info, tu meurs. Il y a une porte, le levier se baisse ou se dresse, tu te baisses, t'es mort. Ah oui, j'ai oublié ça, il y a les leviers qui se lèvent, qui se baissent, qui se lèvent. Puis il y avait la craquelure entre les rochers après que t'aies tué les 2 rats, là où ça pue. Oh, tout est fait pour t'emmerder. L'ennemi invisible, on te propose 4 choix, il y en a 3 qui t'emmènent vers une mort certaine. Moi, je me suis jeté sur lui, j'ai réussi à le tacler. C'est ça qu'il faut faire, mais tu fais les 3 autres choix, t'es mort. Donc, Ouais, il y a beaucoup de frustration, ouais, en effet. Et c'est dommage, quoi, parce que voilà, comme on dit encore une fois, hein, Robin écrit vachement bien son univers, c'est prenant, quoi, mais les puzzles sont beaucoup trop difficiles. Je pense qu'avec la guidance, ça se dit ça ? Avec le soutien, la guidance. Être guidé par Steve Jackson dans cette œuvre pour mieux la finaliser, la masteriser, je pense que ça ferait une œuvre beaucoup plus intéressante dans les défis fantastiques. Mais voilà, Steve Jackson réussit ce système, je trouve, dans Sorcellerie qui marche. Ici, où ça marche pas du tout. C'est frustrant. Fred, moi, franchement, tu sais quoi, je lui mets 5 sur 5 sur l'univers, sur l'aventure, sur ce qui se passe, même, tu sais quoi, 4 sur 5, parce que c'est sauver une princesse, c'est un truc des plus banals, malgré que le début commence un peu différemment. Mais le système... Attends, au début, j'avais perdu le flux, je pensais qu'on faisait un Dragon d'Or quand je disais l'intro, quoi. Je fais quoi, on fait pas un Dragon d'Or, c'est quoi ce bordel, là, mais... Et je lui mets 4 sur 5 pour le style de l'œuvre, l'aventure et tout ce qui se passe, la description, l'atmosphère. En plus, on fait un sacré parcours dans le monde. On voyage à travers les marécages, les plaines, on monte toute une rivière, on tombe dans les boyaux, on arrive dans la forteresse d'un ennemi. Il se passe pas mal de choses. On se fait attaquer par l'ennemi qu'on avait roulé au début, qui vient nous foutre la merde. Mais après, voilà, moi je lui mets bien 1 sur 5 sur son système je sais pas comment dire, de schématisation, hein, de système de bulles. Des connexions. C'est mécanique de jeu, tout simplement. Le mécanique de jeu, je lui mets 1 sur 5. Elle est odieuse. Elle est insultante pour les lecteurs, pour les aventuriers, quoi. Elle est comme t'as dit. Je crois que l'exemple parfait, c'est qu'il y a 3 choix à prendre. Il y en a 2, c'est une mort certaine. Et c'est pas une situation. Et c'est pas une situation où il y a une mort subite en vue, tu sais, comme dans le Indiana Jones, le Temple du Péril, c'est ça le deuxième, Temple of Doom. Tu sais, où il y a le mur qui est en train de tomber avec les pics, là, il y a les insectes et tout. Tu sais, tu sens que, ok, merde, il faut choisir vite, sinon je meurs. Non, c'est juste, t'es en train de te balader dans la ville, quoi. Ou dans les plaines.
Ouais, non, franchement, là, j'ai l'impression que ça fait 3 aventures pour ceux qui suivent les piranhas, là, où c'est des trucs, faut avoir les bons objets dans la bonne salle. Ouais. Ça me gonfle, moi, ces mécaniques-là. En plus, là, celui-ci, on peut pas le pardonner, parce qu'il est de 95, il est pas de 86 ou de 88 ou je sais pas quoi, il arrive pratiquement 10 ans plus tard, et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, ça commence à être la série, il y en a plein qui sont sortis, les mecs savent plus quoi faire pour que le truc, il sorte du lot. Franchement, ils auraient dû se baser sur les dessins de Ross Nicholson, qui sont tout simplement géniaux, alors là, franchement... Et en plus, l'édition française Folio a insulté Ross en oubliant, enfin en ne pas mettant 6 autres illustrations quand même, quoi, merde. Mais c'est vrai que j'ai compté, parce que déjà les cabochons en acte 3, ça c'est pareil, il y en a de moins en moins. Il y a une dague, un serpent et... Un mec qui se noie dans une espèce de truc visqueux, là, c'est un peu bizarre. Je crois que ça explique bien le futur de l'histoire. Hein. Tu te noies, voilà. Tu vas te noyer. Après, les dessins sont super, mais ouais, t'as pas l'impression qu'on est des masses. Hein. J'ai l'impression qu'on a 10, peut-être maximum. Non, les dessins, comme je t'ai dit, franchement, au top les illustrations, au top l'univers et l'aventure, c'est amusant, mais après, le mécanisme du jeu, zéro. Allez hop. Malgré qu'il y a un bon fond, je veux dire, trouver des objets, assembler les numéros... La devinette d'Otus, il faut la faire moins pénible, puisque là, oui, c'est vrai que moi, je me suis bien amusé, mais voilà, mais je comprends que ça peut lasser, surtout que c'est vers la fin de l'aventure, où si t'as eu déjà pas mal d'échecs, taper une devinette... Bah, tu vois, là, ce qui est dégueulasse dans cette histoire-là, c'est que donc lui, c'était l'éditeur de... En plus, excuse-moi, mais en plus, c'est un objet, je viens d'y penser, j'ai pas fait le lien, mais c'est un objet que tu peux attraper que au début de l'aventure. Donc si t'as pas la pierre de vérité, t'es fucked à travers toute l'histoire. Mais moi, ce que je trouve injuste, c'est que donc lui, cet auteur-là, donc il fait des mécaniques de jeu horribles, c'est comme lui qui était éditeur et qui a un peu fait chier pour ceux qui avaient fait La Vengeance des démons. Et en fait, avec le recul, qui était un super bouquin, hein, parce que là, j'ai pas trouvé de défaut à ce niveau-là. Puis il y a même des parties qui changeaient bien quand on était la veille avec les villageois. Ouais, où tu les prépares, tu les stationnes. Ouais, ça, c'était des trucs qui changeaient. Et puis en plus, c'était très court, tout tenait sur un paragraphe, c'était bien foutu. Hein. Fred, c'est XCOM sur papier. Ouais, non, mais franchement, dans des démons avec le recul, c'était une sacrée aventure. Et là, le voleur de vie, franchement, ça mérite une 3e édition remasterisée. Hein. Je trouve que il est dans sa, j'allais dire sa vignerie, mais s'il est dans son huilerie, je sais pas comment on dit, sa fabrication d'huile d'olive, et on vient le voir, et on lui dit, on peut remasteriser ton livre à notre façon, et lui dit, je m'en fous, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je trouve que ça vaut le coup, hein, parce qu'il y a du très bon dans ce livre. Hein. Bah ouais, moi j'étais content pour une fois, il y a des vraies descriptions, comme tu disais, c'est pas juste à droite ou à gauche, et le mec il te mettait dans une ambiance, il y a des décors, puis en plus ça change un peu sans être non plus exceptionnel. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien de qualité. En plus j'en répète, mais vraiment les dessins de Ross Nicholson sont complètement ouf. Trouvé, magnifique. Moi je me suis pris une sacrée claque aussi. Hein. Dès qu'il fait un bestiaire ou les monstres, t'en prends plein la vue. Les 3 champions des illustrations, c'est Gary Chalk, Ross Nicholson et John Blanche. Hein. Tu les mets tous les 3 ensemble, oh là là, tu t'en prends plein la gueule, quoi. Non, c'est vrai, Ross Nicholson, moi, le Sorcier Montagne de Feu, j'ai jamais fait, donc je connaissais pas, hein. Et moi, je suis sacrément impressionné, ouais, l'auteur, je le trouvais bon, je trouvais que, bon, c'était du classique, mais c'était du bon. Mais non, mais après, dès que je suis arrivé à cette fameuse porte de forteresse, j'ai compris que le jeu, il était terminé pour moi, quoi. C'était fini, ça y est. La substance m'échappait, quoi. Ouais. Non, c'est frustrant comment c'est bâti, quoi. Je crois que ça conclut notre 71e épisode, là, du podcast dont vous êtes le héros. Ouais, 71, voilà, on a fait pas mal ces derniers temps, mais là, désolé les auditeurs, mais c'est possible que le rythme ralentisse un peu, malheureusement, mais bon, on a fait un bel effort de guerre, comme la nation, et j'espère que ça vous a plu. C'est pas très clair ce que je dis, mais comme c'est vachement daté, il faut le comprendre. Ouais. Un effort de champion. Ouais, non, mais en effet, donc ce qu'on veut dire, c'est bien sûr le podcast continue aussi fort, mais voilà, on risque de reprendre un rythme. On va essayer de le garder quand même à 3. Bien sûr, il y en aura toujours un tous les mois, un Fred, ça on garde. Mais voilà, il y a aussi des piranhas, donc on va essayer de vous en donner quand même toutes les 2 semaines, Fred, si on y arrive à quand même passer un piranha, quoi. Mais c'est vrai que faire un podcast toutes les semaines, ça va être un peu plus difficile pour nous. Hein. Impossible. Possible, ouais. C'est vrai qu'on a un peu moins de temps. Donc voilà les aventuriers, merci d'être restés avec nous. Hein. Le confinement, voilà, on vous livre plein de choses. Fred, de toute façon, on a encore du piranha à faire. Il y a du piranha qui revient, on a encore 11 numéros, et puis avec Fabien, c'est toujours un plaisir, quoi. Ah oui, bah ça, on adore Piranha, c'est une découverte pour nous, on connaissait pas trop les aventures.
Voilà, vous allez voir, en plus dans les prochains ça change, hein, il y a pas mal de choses qui changent, et puis voilà, donc si vous a plu, et je vous rappelle encore que vous pouvez les jouer, les Piranhas, ils sont disponibles en PDF, et c'est un petit trésor, parce que vous aurez dû, bon, ça se trouve en occasion, tout ça, mais bon, vous verrez, c'est bien pratique quand même. Nous on les a fait comme ça, donc c'était bien sympa. Voilà, vous allez sur to-ceti.org, c'est notre site web, vous allez sur l'onglet du podcast dont vous êtes le héros, PDVELH, et puis vous descendez un petit peu, et là vous allez voir, il y aura des boutons pour télécharger. Alors on n'a pas mis le magazine complet, hein, mais on a mis juste l'aventure en question, dans lequel on discute sur le podcast. Voilà, donc à nos meilleurs moyens, on a essayé de vous faire des scans de haute qualité, avec une mise en page correcte, voilà, sur PDF, pour que vous puissiez soit suivre avant ou après, ou même les garder pour vous. Fred, on se quitte parce que je crois que toi, il est quoi? Il est minuit, 1h, un truc comme ça, non? Minuit et demi, ouais, l'heure des braves. Ça va? Alors, non seulement il est tard et en plus on parle du voleur de vie, ça va? Tu tiens bon là? Je suis mort 11 fois, comme l'histoire des gamins, là. Ça commence à accumuler, là. Ah ouais. Voilà, c'est au plaisir, quoi. Donc, bah écoute, Fred, hein, super, toujours un plaisir. C'est toujours chiant de se quitter, mais c'est comme ça. Les aventuriers, franchement, merci beaucoup d'être restés avec nous. Fred, un dernier morceau, là? Ouais, et puis surtout, n'oubliez pas le mini-Yaz, ça vous intéresse de voter pour tous les auteurs amateurs qui vont participer. Puis si vous êtes tout simplement curieux de savoir ce qu'on peut vous proposer, nous, bah, vous trouverez aussi notre bande d'aventure sur le PDF du site et en PDF sur le site. Voilà. Ça marche. Et puis, pour se quitter, voilà, les Yaz. Fred, on se quitte aussi sur un autre morceau qui fait Playa années 80, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, détente chill, là, on va relâcher la vapeur et on va se quitter sur une douceur. Une douceur, ouais. Alors, je te propose un morceau du groupe Tokyo Ensemble Lab, et le morceau s'intitule Like an Angel, Sato. Allez, mec, courage, ne va pas au 400 si tu joues au voleur de vie, et je te dis à très bientôt. Salut les auditeurs, ciao. Sayonara. Congratulations!
Putain, je te jure, si je pouvais t'envoyer une IPA par l'email, là. Inutile de préciser que tout ça, ça sera coupé. Oh. Je te défie de le mettre dans le podcast, là. Oh, je vais mettre en bêtisier. Oui, c'est bon, ça.